Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Sophie Garel, magnifique, Philippe Alfonsi, mon préféré, Jean-Luc Lemoyne, exceptionnel, et Stéphane Poquelin. Ah zut. Bon, on va essayer de s'amuser cet après-midi, parce que c'est vrai que depuis 2 jours, là, on est dans un débat sur l'humour, est-ce qu'on peut dire ce qu'on peut pas dire, la liberté d'expression, les spectacles qui peuvent se faire ou pas se faire. Ça devient chiant, finalement. Moi-même, je commence à m'emmerder. Ah ben, fallait rien dire. Oh, si j'aurais su, j'aurais pas mis le doigt dans le pot de confiture. Ah ben oui, c'est vachement compliqué. Moi j'ai un avis, je suis pour l'interdiction de tous les spectacles d'humour à part le mien. Non, ça, c'est pas bien. Vous, là, vous êtes en train de prendre la place de Marc Jolivet. Ah non, parce que c'est quand même un des rares humoristes qui se dit pour la liberté d'expression, humoriste engagé, humoriste, et que j'ai vu dans un papier du Monde hier, continuer à tirer sur Dieudonné. Je trouve ça quand même hallucinant. Il y a un moment, oui, effectivement, puisqu'on est dans le communautarisme, les humoristes devraient eux aussi être de temps en temps solidaires, je trouve. Tout non, à fait. Philippe Alfonsi. Oui, la communauté des humoristes, vous connaissez ça, vous, Laurent? Et oui. Je sais pas comment tu dois le prendre, ça, ce qui est dit. La communauté des humoristes doit être solidaire. Philippe Alfonsi, donc tu fais partie de la communauté des humoristes maintenant. Oui, ça. Enfin voilà. Alors écoutez, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai évidemment des monceaux de courriers qui sont pas liés à l'émission, qui sont liés à la chronique d'hier sur Dieudonné. Je vais pas lire les choses qui sont Alors Laurent Ruquier, je trouve cette manière de faire votre promotion dans notre émission tout à fait déplacée. Non mais c'est terrible parce que, alors bon, en gros on va dire que les réactions étaient plutôt positives, mais il y a évidemment 10 ou 20% on va dire d'auditeurs qui étaient furieux de ce que j'ai pu faire hier. Je préfère lire les réactions négatives parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir où on a pu blesser les gens, qu'est-ce qui a pu faire que les propos aient parfois été mal interprétés. Mais je vous lis par exemple Benoît, Monsieur Ruquier, j'ai écouté votre chronique et je peux vous dire que le jour où on exterminera la bêtise humaine, vous et le pseudo-humoriste Dieudonné serez dans les premiers à y passer. Voilà, ça c'est l'exemple. Ah ben voilà qui est clair, c'est bien, c'est formidable. Extrêmement violent. Ça donne raison à Dieudonné. J'aurais une enfin, tout est peine bien, si on quoi. faisait ça. J'ai entendu vos réflexions ce matin sur Dieudonné. Nos points de vue sont tout à fait différents, ce qui n'intéresse personne. En revanche, votre notoriété et l'audience qui est la vôtre devraient vous interdire d'exprimer des sentiments qui, malgré tous les prétendues réserves, ne vous font pas honneur. Voilà. Je vous ai écouté ce matin comme chaque fois que ça m'est possible, et le fait que vous ayez pris le parti de Dieudonné m'a révolté venant de vous, à part votre humour indiscutable. C'est déjà ça. Vous m'avez habitué à une certaine recherche de justice. Dieudonné a délibérément choisi de faire de la politique. Au-delà de cette limite, la carte d'humoriste n'est plus valable. Une carte d'humoriste n'est pas valable à vie. Voilà. La LICRA a porté plainte contre lui pour antisémitisme et incitation à la haine. Que son attitude de politicien populiste entraîne des réactions de tout désordre vous étonne dans le contexte de lynchage anti-juif dans les cités. Mais à aucun moment j'ai pu dire que j'étais évidemment pour un lynchage anti-juif, bien au contraire. Et ce que je regrette, c'est justement que les clans comme ça s'affrontent les uns aux autres avec autant de haine. C'est ça que j'avais envie de dire. Bon. Et puis il faut laver son lynchage en famille. Ça c'est bien. Bon. Alors vraiment, Sophie. Je suis outré par votre chronique de ce matin. Trop c'est trop. Cette fois, je me décide enfin à renoncer d'écouter Europe 1. Peut-être pas exagéré. Certes, vous avez le droit d'apprécier Dieudonné, mais vous n'avez pas le droit de profiter de votre position pour faire l'éloge d'un personnage qui devrait être poursuivi pour incitation à antisémitisme. Si la logique était respectée, vous devriez l'être aussi pour avoir été son héros et pour propager des idées néfastes. J'avais l'impression que j'avais fait tout le contraire hier et que je pensais pas pouvoir être soupçonnable de quelque antisémitisme et de quelque idée néfaste que ce soit. Vous voulez vous la ramener là dans votre chronique le matin? Faites un truc sur les animaux, sur les insectes. Scrabble. Oui, sur le Scrabble. Des trucs qui dérangent personne. Ça sera Je intéressant. ne laisserai rien passer sur les animaux. Bon, enfin voilà, je vais pas tout lire parce que voilà, c'est à peu près toujours du même tonneau, que ce soit pour les réactions positives ou les réactions négatives, mais bon, quelque chose à ajouter, Alfonsi? Quel est votre avis là-dessus, vous? Quoi, sur l'histoire de Dieudonné? Ouais. Non, mais ça, je trouve, d'abord, je crois que... Non, il a fait une énorme connerie, on va pas revenir là-dessus. C'est évident. Bon, il a fait une énorme connerie, qui est d'ailleurs une connerie qui est plus de compréhension historique que de critique, de la critique qu'il a faite. Il a le droit de critiquer la politique de Monsieur Sharon, ça, merde, alors je crois que c'est la moindre des choses. Mais en revanche, il a absolument pas le droit de faire une erreur historique de cette taille. Je veux dire, c'est vrai que la Shoah est une chose unique,
qu'on ne peut pas retourner contre les victimes, ça serait la moindre des choses. Bon, c'est tout. L'erreur historique, c'est ce que j'ai dit là, hier. Elle est énorme. C'est plus quelque chose qui relève, j'allais dire, de l'inculture et de la connerie que du racisme. Bon, c'est tout. Puis en plus, je veux dire, bon, reprocher à Dieudonné d'être raciste, amusant. Je trouve que c'est rigolo. Je vous signale que depuis des années, aux États-Unis, il existe une forte tension entre la communauté juive et la communauté noire, et que ça repose sur les mêmes problèmes idéologiques, parce que c'est de l'idéologie, et que je n'aimerais pas que ça s'installe chez nous, voilà, et que je trouve que cette intolérance, à la fois la connerie de Dieudonné, c'est une chose, l'intolérance de l'autre côté, c'est insupportable. Enfin, en même temps, il s'est excusé très bassement plusieurs fois. Bon, maintenant, laissons-le faire son métier et passons. Peut-être qu'il faudrait qu'il le fasse encore mieux. Voilà, si je pouvais dire quelque chose. On peut lui écrire son texte. Moi je dis si Dieudonné veut rejouer en équipe de France, faut qu'il s'excuse auprès de Jacques Santini. Caroline Diamant, un commentaire? Je l'ai écouté ce matin sur cette antenne, chez Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach. Je suis absolument contre le fait qu'on l'empêche de jouer. Ça, effectivement, je suis totalement contre. Il n'en reste pas moins qu'il est toujours très borderline dans ses propos. On est d'accord. Et ce matin encore, quand Jean-Pierre Elkabbach l'incite un petit peu à peut-être présenter des excuses vraies et sincères, il a le droit d'être contre la politique de Sharon. Vous l'avez dit, Philippe Alfonsi, les Israéliens ne sont pas tous pour la politique de Sharon. Il l'oublie. Il peut pas juste se dédouaner en disant que je n'ai rien contre la communauté juive de France. Il ne doit rien avoir non plus contre la communauté juive d'Israël, puisque tous les Israéliens et tous les Juifs d'Israël ne sont pas pour la politique de Sharon. Il faudrait qu'il ne l'oublie pas. Ça c'est très très bien. C'est ce qu'il dit dans l'IB ce matin d'ailleurs. Mais le vrai problème de Dieudonné, c'est que il a mis pas mal de temps à s'excuser. En réalité, il a été lent sur les excuses, ce qui est un peu normal parce qu'il a d'abord fait front. Il a dit j'ai dit moins lent que Papon, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il était allé moins loin. Il était allé beaucoup moins loin. Et donc voilà. Après ça fait ce truc-là. Mais moi, je trouve que ça sert aussi de révélateur parce qu'il y a une grande hypocrisie en France. C'est-à-dire la France prétend toujours être le pays des droits de l'homme et faire comme si les tensions entre communautés n'existaient pas. Mais c'est pas vrai. Il suffit de vivre dans le pays réel pour savoir que oui, dans ce pays, il y a de l'antisémitisme. Oui, il y a des gens qui supportent pas les Noirs et que le fait d'être juif n'empêche pas d'être raciste. Que le fait d'être noir n'empêche pas d'être antisémite, que le fait d'être arabe n'empêche pas de raconter des conneries. Et donc la difficulté de Dieudo, c'est que justement, pourquoi je l'ai toujours adoré, c'est que justement il arrivait toujours à déconstruire les clichés, à faire rire sur les clichés et les conneries qu'on a tous en tête. Et dans son sketch là, il a reconstruit les clichés. C'est ça la seule chose qu'on peut lui reprocher. Et je suis sûr que lui, il en est conscient et que quand il voit toutes les réactions, il doit bien se rendre compte quand même qu'il y a eu un problème. Il faudrait en fait qu'il reprenne son spectacle tel que son spectacle était avant ce dérapage chez l'émission de Marco. C'est vrai que depuis, ces spectacles se sont transformés en meeting. Et là, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec l'humour intelligent qu'il savait faire sur scène, parce que son spectacle, je le redis, était jusqu'à ce dérapage un spectacle peut-être un des plus intelligents qu'on pouvait voir dans le One Man Show aujourd'hui. Je crois que Jean-Luc Lemoyne est d'accord. Ah, mais complètement d'accord. Moi, c'est un des spectacles que j'ai préféré l'année dernière, sans aucun doute. Maintenant, c'est vrai que concernant son sketch, justement dans son spectacle, il faisait un sketch sur le mollet Jean-Christophe. Donc, il se moquait un peu de l'islam, même si un peu beaucoup. Ouais. Un peu beaucoup. Mais c'est la limite de l'humoriste, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mis à part tout message politique, c'est de savoir si le sketch est réussi ou pas. Et le vrai problème du sketch qu'il a fait chez Fogiel, c'est qu'il était pas drôle. Et quand il est pas drôle, on voit que le côté dérangeant. Si son sketch sur le mollet Jean-Christophe était raté, il y aurait eu le même problème. Et là, il a raté, il est borderline, il est tombé. Je suis pas pour qu'on interdise son spectacle parce que je suis pour la liberté d'expression, même si, très franchement, je sais pas si on ne rend pas service, parce que les gens qui auraient été à l'Olympia ce soir, pour les conditions qui étaient réunies pour qu'ils aient envie de se marrer ce soir, c'était pas gagné quand même pour les donner. Je voudrais aussi préciser, parce qu'il y a aussi quelques auditeurs qui m'ont reproché la dernière phrase de ma chronique d'hier matin où je disais que j'en avais ras-le-bol des clans, laissons ça à l'UMP. J'avais dit, oui, vous n'avez pas à en profiter pour attaquer l'UMP et tout ça. J'attaquais pas l'UMP, j'attaquais le fait que à l'intérieur de l'UMP, il y ait des clans, c'est tout. C'était pas une critique de la politique de l'UMP, c'était une critique du fait que même au sein d'un parti, on finit par s'engueuler. Ah, c'était même pas une critique de l'UMP, vous n'avez pas grand-chose, votre tribune. Mais ça, ce
Ce sera l'objet éventuellement d'une autre chronique, mais en tout cas, là, dans cette phrase-là, c'est encore une fois vouloir me prêter des propos que je n'ai absolument pas tenus, c'est tout. En tout cas, pour être parfait, le public peut toujours aller voir Jean-Luc Lemoyne. Enfin bon. Ah non, ça c'est salaud. Ça c'est pas bien. C'est moche. Justement, c'est ça qui est moche. Je plaisante. Mais venez. Mais je plaisante. Et oui. Bon allez, voilà, on passe à autre chose, vous êtes d'accord? Oui. J'ai d'autres courriers d'ailleurs, hein, plus sympathiques. Plus léger quand même. Plus léger, je sais pas, par exemple, tenez quelqu'un qui a vu votre spectacle et qui trouve ça très bien, mais on n'a pas retrouvé son nom. C'est le spectateur anonyme. C'est le sien ou le... C'est le soldat inconnu. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous passer ce message à la fin du courrier des lecteurs, car je suis dans ma voiture entre 16h05 et 16h45. Hier, à Plaisir, a eu lieu le spectacle de Jean-Luc Lemoyne. Franchement, c'était génial. Je t'aime, signé Audrey. Qu'est-ce qui s'est passé à Plaisir, Jean-Luc? Alors, Ce qui s'est passé, c'est que visiblement, j'ai manqué un truc là, parce que j'avais un plan. Ah oui? Mais Audrey, mais faut venir à la fin du spectacle, faut attendre un petit peu. C'est pas après qu'il faut m'appeler. On n'a pas le droit non plus de faire des spectacles comme ça où on drague à la fin, vous savez. Je suis pas le premier. Hein, Laurent? Bonjour à tous, et surtout à... On a fait des tournées. C'est vrai. Salut Jean-Pierre. Je vous écoute du Danemark, me dit Hélène. Merci, vous êtes mieux que la radio danoise. Oui, ça, alors écoutez. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est surtout que l'avantage par rapport à la radio danoise, c'est que elle nous comprend. Quelle finesse, votre émission est excellente pour les chroniqueurs, vous êtes proche de la Dream Team. Ah, c'était pour l'émission d'hier. Quel contraste par rapport à quand Daniel Evenou est là, j'éteins le poste. En revanche, quand c'est Caroline Diamant, je ne peux plus faire autre chose. Ah, c'est pas le même style, hein. C'est un homme ou une femme qui a écrit ça? Alors, C'est pour mes sondages personnels. c'est signé Georges Filiou. Je vous félicite pour votre émission que j'adore. Je me permets de vous écrire une seconde fois au sujet de Madame Diamant, il n'y en a que pour vous. Voilà, je suis un adolescent, 20 ans. Oh, 20 ans, on n'est plus adolescent à 20 ans. Ça dépend. Fou amoureux d'elle. Je voulais juste, grâce à ces quelques lignes, lui envoyer plein de doux baisers. C'est on a eu Jean-Charles. peur. Ah ben Jean-Charles, je prends des doux baisers d'un garçon. Oh là, de elle 20 ans. ramasse Diamant, hein. Croqueuse. C'est super récent, donc j'en profite à donf. Ah, on a un email signé Madame Marie-Lise Lebranchu. Vous vous souvenez d'elle, j'imagine. Elle est députée du Finistère et c'est l'ex-ministre de la Justice de Monsieur Jospin, Madame Marie-Lise Lebranchu. Et voilà ce qu'elle nous écrit à propos de l'affaire Battesti qu'on a commenté ici. Vous savez, ce militant politique italien accusé et condamné en Italie d'avoir commis 4 meurtres, qui est en France depuis les années 90, qui bénéficiait de la jurisprudence Mitterrand. Je fais tout ça de tête, j'espère que je me trompe pas. Mais jurisprudence Mitterrand qui disait que tant qu'on avait, on va dire, abandonné ce militantisme, on ne serait pas extradé dans le pays où on avait été jugé et condamné. Il s'était évadé de prison. Il est depuis en France. Il a refait sa vie de famille. Il est maintenant écrivain, publié, et il a été enfermé depuis quelques jours à nouveau, puisque le ministre actuel de la Justice, Monsieur Perben, pense et envisage l'extrader en Italie pour qu'il termine sa peine à perpétuité. Et donc Madame Marie-Lise Lebranchu, ex-ministre de la Justice elle-même, nous écrit. Elle dit: dès son arrivée, Monsieur Berlusconi avait demandé l'extradition de Battesti. J'ai aussi respecté la parole de l'État. Le Premier ministre en était évidemment d'accord, et Jacques Chirac n'avait rien dit à l'époque, en tout cas ne m'avait rien dit. Lors de la discussion du mandat européen, une forme d'extradition pour une liste de crimes ou délits définis, dont d'ailleurs la corruption, que ne voulait pas Berlusconi. L'Italie a essayé de contourner cette parole de la France en demandant la rétroactivité de l'application pour les crimes et le terrorisme en particulier. L'argument étant bien sûr la longueur des enquêtes et le fait, par exemple, nous sommes en janvier 2002, que les attentats de New York devraient faire partie de cette collaboration des justices européennes. Nous en étions d'accord, mais pour éviter ce qui se passe aujourd'hui pour le terrorisme, nous n'avons accepté que 15 ans. Il n'y a pas de raison par conséquent que la France revienne aujourd'hui sur cette affaire qui a 30 ans. Même si nous comprenons les victimes, il faut que la parole de l'État non seulement existe, mais soit respectée dans la continuité, dit Madame Marie-Lise Lebranchu. C'est plutôt juste, non? On est plutôt d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis plutôt d'accord avec elle. Je me demande si elle n'a pas autre chose à faire que d'écouter notre émission. Elle a plus grand chose à faire. C'est pas parce qu'elle est députée là-bas qu'elle a fini de se taire.
Oui, je reviens à mes mauvais calembours, ça dérange personne, ça. Alors, comme ça, la France avait donné sa parole. Battisti, condamné en Italie en 87 pour le meurtre de 4 personnes commis à la fin des années 70, ne serait jamais extradé vers l'Italie. C'est sûr qu'en Italie, la justice a toujours été rendue par des fascistes. Que dirait-on si Yvan Colonna ou Nathalie Menigon coulaient des jours tranquilles, protégés par l'Italie? De quel droit la France s'arroge-t-elle le droit de décréter qu'un jugement rendu dans un tribunal de l'Union européenne est sans valeur? Comment s'étonner que le mépris, la morgue que nous affichons envers nos partenaires européens ne nous soit pas retourné en pleine figure? À part Ruquier, les chroniqueurs se sont vraiment moqués des auditeurs. Voilà donc un auditeur qui est contre l'idée que vient de défendre Madame Lebranchu, qui pense que lui, on doit extrader Battisti. Mais la question qui est posée, très concrètement, c'est comment on sort du terrorisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'était le climat des années de plomb en Italie, avec les brigades rouges, avec ce genre de choses et tout. Donc si quand les gens ont choisi de sortir du terrorisme, y compris en essayant de ne pas aller en prison, c'est ça la tentative de Mitterrand, c'était de dire, j'ouvre la France à tous ceux qui rompent avec la violence politique et l'usage de cette violence pour terroriser les gens en Italie. Et donc ça a effectivement aidé l'Italie à sortir du terrorisme. C'est ça la question qui est posée, c'est tout. Il y a un grand blanc derrière vous. Oui, c'est pas souvent. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'arrive sur Europe 1 pour écouter votre émission. Pourtant, parfois, certaines réflexions m'invitent plutôt à retourner écouter Frédéric Lodéon sur France Inter, me dit Philippe. Par exemple, le commentaire fort malencontreux fait par Madame Sophie Garel le vendredi 13 février Sophie. à propos des petits vins de coopérative. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourtant, c'est un sujet qu'elle maîtrise. Voilà. Je crois vraiment que ça vaut le coup de boycotter Sophie Garel. Hein. Ça, c'est grave. Hein, quand Ça même. va pas. Oh, non. Alors, pour faire oublier ce malheureux vendredi 13 où elle a commis ce faux pas, je vous invite, vous et votre équipe, à venir découvrir les vins de coopérative au cœur du village de Chablis dans l'Yonne. Ah, bah, bon. C'est quand vous voulez, monsieur. Continuez à dire des conneries, on va picoler à l'œil. Ah, moi, j'ai Donc, on décollé pourrait au dire du boulot, mal. surtout. Moi, je dirais bien du mal de voitures de sport. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, de quoi on pourrait dire du mal De pour recevoir joaillier, des moi, je vais tas dire du de... mal. Lors de l'émission du vendredi 13, Sophie Garel disait n'aimer que ses enfants. Ça me Non. rappelle une phrase de Cavana qui disait « Les enfants, c'est comme les P, on ne supporte que les siens ». Ça, c'est élégant. Une autre, en ces temps de tabacophobie aiguë, dit-il, cessez de boire, cessez de fumer, cessez de baiser, vous vivrez plus longtemps, mais le temps vous paraîtra plus long. C'est joli. C'est joli, hein. J'ai aussi Maud, mardi, vous avez eu la gentillesse de lire mon message au cours duquel j'émettais le vif désir d'aller voir Ce petit amour de Jean-Luc Lemoyne. petit amour. Attends. Eh ben, quelqu'un moi qui je m'a dis, percé elle à est bien jour. renseignée. Jean-Luc m'ayant laissé entendre qu'il y aurait une place pour moi, j'ai pris langue avec le Centre culturel de plaisir qui m'a effectivement libéré une place. Aussi hier soir, j'ai passé une super soirée. Ce spectacle était à la hauteur de mon attente. Quel esprit, quelle présence. Merci encore à vous, Maude, que vous avez fait rentrer gratuitement, manifestement. Oui. Forcément, elle avait pris langue. Alors Avec maintenant, plaisir, faut pas qu'Audrey s'étonne de pas vous avoir vu à la fin du spectacle. Vous étiez avec C'est Maude. pas ça, mais moi, je peux pas donner à tout le monde. Hein. Ah oui? Oui, bah, c'est ça. Grande gueule, petit moyen. Non, mais en plus, là, on rigole chaque fois, mais en général, les gens ne restent pas après le spectacle. Honte sur vous, m'écrit Olivier. Vous aviez l'habitude de composer une équipe assez hétérogène. Un meneur, comme Bénichou, Miller ou Alfonsi. Un intellectuel, Ockrent ou Miller ou Alfonsi. Un humoriste, à l'évêque ou Dubosc. Un simplet du village. Là, je ne veux citer personne. Allez-y. Ah, c'est lui qui le dit, donc j'ai pas les noms. Ouais. Avec l'émission de mardi dernier, tout a changé. Et c'est Jean-Luc Lemoyne qui en a fait les frais, me dit Olivier. En effet, mettre ce pauvre Jean-Luc Lemoyne au milieu de personnes telles que Miller, Ockrent, Vandel, Bonaldi ne le met pas en valeur et ne lui rend pas service. Il y a en plus un véritable acharnement de votre part. Un exemple parmi d'autres. La revue de presse. Chaque chroniqueur doit lire un quotidien. Pour Christine Ockrent, c'est l'Humanité. Le Parisien pour un autre. Et devinez quoi? Pour le malheureux Jean-Luc Lemoyne, c'est le journal 20 minutes. C'est vrai, Jean-Luc est différent. On s'en est tous rendu compte. Mais ce n'est pas la peine de le lui faire ressentir. J'espère que ce message l'aidera et lui fera plaisir. Oh bah oui, oui, ça me réconforte, je vais retourner dans mon centre. Pour me remercier, je veux bien une place pour son spectacle s'il en fait encore un. Je trouverais bien quelqu'un à qui la donner.
Voilà, c'est Olivier. C'est mignon en même Mais temps. il a raison, Olivier. La prochaine fois, me donnez pas 20 minutes, donnez-moi pif ou poche. J'ai un dernier email signé Philippe. Je fais partie des innombrables personnes insomniaques. Or, la radio, la nuit, c'est formidable, mais il y a rien. C'est pas gentil parce qu'il y a de bonnes émissions sur Europe la nuit. Pourquoi Europe 1 ne rediffuserait-elle pas la nuit votre émission? Au moins, on pourrait mourir en riant. C'est joli. Ça, c'est joli quand même. Ouais. Hein? D'abord, c'est une bonne idée, ça. Bah, Philippe, essayez de mourir 2 jours, puis voilà. Oui, voilà. Hein, entre 16h, essayez de calibrer entre 16h et 18h, c'est faisable quand même, non? C'est jouable. Est-ce qu'on peut me reverser un autre petit café parce qu'il m'est arrivé un truc, il y a que vous qui l'avez vu, hein, Caroline. Ouais, Et tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en Vous fait, avez vu là où vous avez acheté votre clope? même pas pire que ma clope. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'étais patché, j'ai enlevé mon patch pour fumer parce qu'aujourd'hui je suis un peu énervé et je me fais servir un café. J'avais oublié que dans le gobelet j'avais foutu mon patch. Donc je viens de boire un café patché. Est-ce que ça va m'empêcher de fumer? C'est la question que je me pose. Café. Hein? Non mais là c'est une grande dépendance quand même, hein, si vous en êtes là, à boire des patchs. Mais c'est pour ça qu'il saute dans le studio depuis tout à l'heure. Il est très énervé. C'est curieux quand même, c'est un drôle de goût, autant vous le dire. Ah oui, un petit café au patch. Merci Jean-Luc. Jean-Luc m'a resservi un petit café. Voilà un garçon bien. Oui, mais il a plus que ça à justement, faire. Hein. non mais ça c'est Moi, ce pour qu'il vient Olivier, d'être c'est dit, pour là, lui expliquer ouais, mon bon, utilité. Mon utilité dans l'émission, c'est pour servir des cafés. Moi, vous voyez, les humoristes eurasiens, je suis pour. Il n'y en a pas assez. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Roger, j'ai 50 ans. Roger, bonjour. J'ai entendu parler de l'épargne solidarité, vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr, Roger. La gamme Investir autrement de la Poste permet de donner un sens à vos investissements. Par exemple, avec la SICAV Liberté et Solidarité, la moitié des revenus distribués est versée à une grande cause, comme ici, la défense des droits de l'homme. Et vous bénéficiez d'une réduction d'impôt au titre des dons. Vous voyez, Roger, à la Poste, nous avons nous aussi des convictions. Son bureau ressemble à celui d'un psy. Bonsoir, docteur. Quand on avait rendez-vous? Quand il écoute, on dirait un psy. Ça fait 4 ans qu'on est mariés et... Confidence trop intime. Fabrice Lucchini, Sandrine Bonner. Non, j'aime l'écouter parler, mais de là à résoudre ses problèmes... Le nouveau film de Patrice Lecomte. Quand elle arrive, tu lui annonces « Je ne suis pas psychanalyste, je suis conseiller fiscal ». Confidence trop intime, le 25 février au cinéma. Confidence trop intime, un film Europe 1. Leclerc. Bon Philippe, tu te dépêches. Je voudrais rentrer tôt et passer chez la nounou récupérer la petite. 39 de fièvre, j'aime autant l'avoir à la maison. Attends, je regarde l'huile de moteur là. Philippe, tu plaisantes? C'est bon, j'en reviendrai demain. Allez! Non, c'est parce que là, il y avait une bonne affaire à faire sur l'huile de moteur Esso. Mais tu verras ça demain. Du 11 au 21 février, avec la carte Leclerc, vous avez 20% en ticket Leclerc sur les huiles 5 litres essence ou diesel, Esso Ultra et Esso Ultron, présentes en magasin. Offre non cumulable avec d'autres promotions. Voir modalité dans les magasins participants. Une bonne huile pour un moteur, c'est important quand même. Et quoi, ta fille, c'est pas important? J'ai pas dit ça. On va se gêner jusqu'à 18h. Tu verras qu'Alfonsi, Garel, Dieudonné. Poquelin, pardon. Ah mais je l'ai tellement dans la tête là, on me fait chier avec ça toute la journée alors. C'est extraordinaire. Mais vous donnez une tribune en plus à Dieudonné comme ça. C'est génial. Poquelin, Caroline Diamant et le moine. Et Jean-Luc Lemoine. Non mais quand même, Laurent, je sais bien que tous les noirs se ressemblent. Oh non, j'ai pas dit ça. C'est ça le message. Je trouve ça honteux. Mais il y a certains points communs. Oui. Tout ce que effectivement. Qu'est-ce que je vous dis? Oh merde, on peut plus rien faire, rien dire. On est c'est trop drôle. Oh ça va, Alphonse voit. Oh malsain. Ah, dis donc. Et on va se soulager par les musiques, par les chansons, par les spectacles, par les comédies musicales avec encore un concurrent, Jean-Luc Lemoine. Je n'ai pas de concurrent, je n'ai que des collègues. Ah non, mais lui, alors, il est particulièrement énervant parce qu'il chante, il est drôle, il imite, il danse, il est beau. En plus, ah oui, je vois de qui vous parlez. Ça, c'est lui, il est très chiant. C'est pas Franck Dubosc. Non, j'avais compris. Mais hein. c'est un complice de Franck Dubosc qu'on connaît effectivement ici en France. D'abord parce qu'il a fait un premier one-man show, je crois mis en scène à l'époque par Pascal Légitimus. Puis ensuite, effectivement, on l'a vu dans les derniers festivals Juste pour rire aux côtés de Dubosc, co-animé les galas au théâtre Saint-Denis. Et puis plus récemment encore pour son rôle dans Les Invasions barbares où il a triomphé. Stéphane Rousseau, bonjour. Comment allez-vous les amis? C'est pas mal hein, la présentation quand même. Vraiment, là c'est trop, merci. Une question tout de suite. Stéphane, depuis que tu joues dans Chicago, est-ce que ça veut dire que tu abandonnes la scène comique? Ça m'arrange. Ah, qu'il est gentil.
Pour une certaine période, oui. Comment allez-vous, Monsieur Lemoine? Bien, et vous donc? Jean-Luc qui avait triomphé, c'est l'an dernier, ou il y a 2 ans déjà. C'était il y a 2 ans, à mon avis. Il y a longtemps, hein. Oh là là. Il y avait eu une standing en entrant sur scène à Montréal, les gens s'étaient levés debout. Oui, parce qu'en sortant... Pour sortir. Ils m'ont vu arriver, ils se sont dit, allez, on se casse. On est très mal assis au Théâtre Saint-Denis, il faut dire. Et là, je suis très heureux de jouer effectivement dans Chicago avec des textes magnifiquement adaptés par Monsieur Laurent Ruquier. Merci, Monsieur Stéphane Avec la Rousseau. collaboration de Aucune Dieudonné. connivence dans cette émission, autant le dire. Hein. Oui. En tout cas, vous êtes le nouveau Richard Gere, on peut le dire, Stéphane Rousseau, puisque on connaît effectivement en France un peu mieux Chicago grâce au film sorti il y a 1 ou 2 ans maintenant qu'on peut se procurer en DVD, film qui réunissait Renée Zellweger dans le rôle de Roxy Hart, qui réunissait aussi évidemment Richard Gere dans le rôle de l'avocat et Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Velma. Ouais. Le film était très bien réalisé et les chansons étaient les chansons de la comédie musicale originale qui date des années 70, comédie musicale créée par Bob Fosse, c'est bien ça? Exactement. Il paraît qu'il faut dire Fosse. Ouais, nous on dit Fossé, vous dites Fosse, je crois, mais l'important c'est que ce gars-là a monté une super comédie musicale avec des chorégraphies vraiment difficiles pour les danseurs parce que il aimait bien s'amuser avec les articulations. Alors les articulations sont toujours un peu tordues. Les danseurs doivent se frictionner assez régulièrement, mais c'est magnifique. Je veux bien les aider. Bien sûr, les danseuses surtout, ouais. Avec plaisir. Stéphane Rousseau, faut dire c'est la première fois qu'à Paris se joue cette comédie musicale Chicago. Effectivement, en version française, ça veut dire que tout le monde pourra comprendre ce qui se passe, contrairement à moi quand je vais à Broadway où j'en trave que dalle. Mais bon, ce qui plaît souvent dans les comédies musicales sont les chansons, la musique. Je parle pas de celles qui sont en France. Et là, c'est la première fois en plus qu'on a une comédie musicale. C'est pour ça qu'on peut être fier d'y avoir participé l'un et l'autre et tous ceux qui sont sur scène. Une comédie musicale qui change un peu des bleuettes, des trucs fleurs bleues, des trucs un peu guimauves qu'on a l'habitude de voir, parce que là, il s'agit de sexe, de corruption, de justice ou plutôt d'absence de justice et de médiatisation à l'excès d'un procès. C'est quoi, c'est l'affaire Alain Juppé? Pas loin, pas loin. Vous avez tout de suite dit oui quand on vous a proposé le rôle de l'avocat Billy. Effectivement, quand Gilbert Rozon m'a appelé, un des producteurs, je me suis rendu à son bureau, j'ai vu une captation télé parce que j'avais aucune idée. Je savais qu'il y avait le film qui s'en venait à l'époque, mais j'avais toujours pas vu la version Broadway. Alors, quand j'ai visionné, au bout de 10 minutes, je me suis dit, ouais, je dois jouer ce rôle parce que c'est Chicago, c'est 1920, c'est un personnage, un avocat véreux, manipulateur, charmeur, entouré de belles femmes, de belles danseuses qui m'ouvrent la route, qui m'ouvrent le chemin. Écoute, pour l'ego, c'est trop top. C'est le rôle que tous les mecs hétéros veulent jouer. Ah, c'est vrai que vous êtes très bien entouré pendant ce spectacle. Alors un spectacle musical, chantant, dansant. Où la danse, c'est pas ce que évidemment vous maîtrisez forcément le mieux. Et il faut dire que le rôle n'est pas un rôle fait spécialement ou pour un danseur, quoi. C'est surtout le chant qui vous sert dans ce spectacle. Ouais, c'est surtout le chant et le jeu. Pour moi, il y a des déplacements, mais il n'y a pas de danse comme telle. Par contre, je me permets de faire les échauffements, les réchauffements l'après-midi avec les danseurs, parce que j'ai toujours rêvé quand j'étais gosse, je regardais le film Fame ou la télésérie, puis je me disais, c'est trop top, ça, de se retrouver avec les copains, certains font ça, pour réchauffer les danseuses, c'est pas le dernier, Stéphane Rousseau. Hein. On va citer Laurent Paquin, qui joue le rôle de Mister Cellophane, qui est très drôle. Kathleen Fortin, qui elle, alors, joue la matrone, la gardienne de prison. Alors, elle est superbe. Et évidemment, les deux stars de cette comédie musicale, en dehors de vous, Stéphane Rousseau, Terra Tikotostos. Alors, j'ai jamais vu une fille qui dansait aussi bien, et d'ailleurs dont le nom est aussi imprononçable. Terra Tikotostos, c'est ça? J'espère que je passe son nom. Elle est formidable. Alors, cette fille, elle est hallucinante dans sa façon de danser. Ça, vous allez en prendre plein les yeux. Et puis, Véronique Dicker, qui joue le rôle de Roxy Hart, merveilleusement. Elle chante très bien. Elle est drôle. Elle est géniale. La mise en scène est parfaite, il faut le dire. Moi, je dis tout ça d'autant plus à l'aise que quand on m'a demandé d'écrire les textes, évidemment, je n'avais pas vu le spectacle dans sa création telle qu'aujourd'hui à Paris. J'ai fait ça, évidemment, à l'aveugle par Internet en échangeant des emails avec des Québécois et des Américains, c'est vous dire si c'était facile. Oui. Et j'ai eu la surprise, une vraie découverte, comme un vrai spectateur, de voir tout ça enfin au Casino de Paris. Oui. Vous étiez ému, mon ami. Très ému. Vous êtes là pour combien de temps au Casino de Paris? Écoutez, jusqu'au mois d'avril, fin avril, peut-être plus en fait. On ne sait pas encore. Et après, vous reviendrez au One Man Show? Éventuellement, oui, je suis à l'écriture d'un nouveau One Man Show. C'était l'été prochain, je vais co-animer encore une fois avec mon collègue Franck Dubosc 2 galas juste pour rire à Montréal, qui seront diffusés aussi en France éventuellement.
Alors, pas mal de pain sur la planche pour l'année qui vient. Et j'ai pas fait attention pour les Césars. Les Invasions barbares sont nominés dans une catégorie. Oui, quatre nominations pour les Invasions. Et puis alors, on a d'ailleurs une répétition aujourd'hui. On fait un numéro aussi de Chicago. On verra un extrait de Chicago au César samedi soir sur Canal+. Ouais. Parfait. On va écouter ensemble une des chansons de cette comédie musicale qui, il faut le dire, en ce moment cartonne. On a la chance qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent au Casino de Paris en ce moment pour voir, entre autres, la chanson d'ouverture, la plus célèbre peut-être de cette comédie musicale, All That Jazz. Évidemment, en français, ça donne pas autre chose que c'est ça le jazz. Merci. À bientôt. Au revoir Stéphane Rousseau et bravo. Au revoir. Merci. Babe, si t'aimes du Ellington, c'est ça le jazz, on sort nos barésies, 2 heures qu'on se pomponne. C'est ça le jazz, viens ce soir, je connais sur les dos un endroit interlope où le piano dépote. Il y aura une ambiance folle, le son de nos idoles. C'est ça le jazz. John va nous combler de blues. C'est ça le jazz. Attends-toi à voir les plus belles girls. Il y aura même de la drogue. Et ça n'est que prologue. Des bagarres à la carte. Tout ça dans la même boîte. Une boîte à... Trouve une bouteille, vide-la dans ma bouche. C'est ça le jazz. Le jazz. Oh, elle va danser pour que les clients craquent. C'est ça le jazz. Oh, elle se donnera jusqu'au jatel qui claque. C'est ça le jazz. Oh, fini les petits modèles. Oh, on joue les infidèles. On va jouer tout au soupir pour tout ce jazz. Come on, baby, si t'aimes du Ellington, c'est ça le jazz. C'est ça le jazz. On sort ton barésie, 2 heures qu'on se compose. C'est ça le jazz. C'est ça le jazz. Viens ce soir, je connais sur les blocs un endroit insufflant où le piano dépote. Il y aura une ambiance folle, le son de nos idoles. C'est ça le Un extrait de Chicago, la comédie musicale que vous pouvez voir actuellement au Casino de Paris. Ce pour 3 mois, mais dépêchez-vous parce qu'effectivement c'est dur de se trouver et de trouver des places déjà. Oui, il faut préciser que ça doit être beaucoup plus dur. Des places de parking. Oui, c'est ça, quoi, je pense. Vous passez au parking. Eh oui, bien parce sûr. que la générale n'a pas encore eu lieu, ce sera le 3 mars Oui, j'y vais prochain. le 3 mars, mais je vais partir la veille. Eh oui. Vous demandiez? J'imagine que ça doit être encore plus difficile que la performance des acteurs dans le film, parce que s'ils chantent, dans les comédies musicales qu'on voit en ce moment en France, il faut savoir que ceux qui sont choisis pour chanter n'ont pas des rôles dansants. Ils bougent pas. Donc là, en l'occurrence, les rôles principaux sont des rôles qui chantent et qui dansent. C'est très difficile. Et en plus, vous disiez que c'est avec un orchestre live. L'orchestre est visible sur scène. Il est au milieu de la scène. L'orchestre est. Donc c'est assez rare. Tout se passe devant l'orchestre. C'est assez beau à voir. C'est formidable. Il est visible. Il joue en playback, mais il est visible. Ah non, croyez-moi, c'est pas facile parce que là, c'est vraiment la comédie musicale comme on l'aime, quoi. La comédie musicale dans sa vérité, sans bande playback, sans chanteurs qui font semblant. Et ça, c'est vraiment très, très, très agréable
à voir. Non, mais c'est vrai que j'étais ému la première fois que j'ai vu Chicago sur scène, et je vous conseille d'y aller tous. Enfin, vous dites, je ferai ouvreuse le 3 mars. Rien pour ça. On vous donnera un bon pourboire. Si tu pouvais faire voiturier en même temps, ça m'arrangerait. Allez, on en revient à l'actualité, vous voulez bien? Oui. Un mot sur la TVA à 5,5 accordée pas encore, ce sera pour 2006 peut-être, si les autres pays européens veulent bien suivre la France et l'Allemagne, mais en tout cas, Monsieur Chirac a obtenu l'accord de Gerhard Schröder, jusqu'alors les Allemands étaient contre, pour qu'on puisse baisser ce taux de TVA dans la restauration à 5,5% au lieu des 17,6 qui couraient. Alors, un mot là-dessus, Alfonsi? On se demandait ce qu'ils allaient faire à 3. On se dit, mais pourquoi ils se retrouvent à 3 avec Tony Blair, le Schröder et le Chirac? Ben voilà, c'est simplement parce que Chirac voulait tenir ses promesses électorales. Il est temps. Vous êtes restaurateur? Non, pas du tout. Non, parce que vous semblez très concerné, Philippe. Ben non, mais parce que les promesses électorales, il faut les tenir, on en a chien, n'importe lesquelles. Mais c'est fait. Enfin, c'est fait. Non, c'est pas fait du tout, d'ailleurs, parce que les autres sont pas d'accord. Il reste quelques pays qui c'est ce que je me dis, moi. Est-ce que vraiment la communauté européenne pourra voter ce que Jacques Chirac a promis, ce qu'il relance juste avant les élections régionales, bizarrement, ici en 2004, mais dont on n'est pas sûr finalement de voir le jour avant 2006-2007. Donc c'est l'autre président de la République qui se démerdera avec ça. Voilà. On mangera pour moins cher ou ils auront une plus grosse marge? En fait, c'est pour emmerder Sarkozy en 2007. Oui, c'est exactement. C'est la patate chaude. C'était quoi votre question, Caroline Diamant? Il m'a répondu, mais c'était est-ce qu'on mangera moins cher ou est-ce qu'ils auront une plus grosse marge? Et Philippe Alfonsi m'a dit ils auront une plus grosse marge. J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que les prix au menu soient les mêmes qu'avant. Non, attendez, pour être l'argument, il y a un argument quand même là derrière, c'est de pouvoir embaucher davantage de personnel. Pardon, mais il y a toujours le patch dans le verre là. Non, parce que vous faites une vilaine grimace. J'ai deux verres. Il y en a un dans lequel j'ai mis des mégots, puis l'autre le patch. Je le vois faire la grimace à chaque fois que je bois. Il faut arrêter la cigarette. Mais il ne retrouve plus. J'ai l'impression de jouer au bonneto, vous savez, quelle horreur! Oh, c'est terrible. Enfin bon, que je voulais. Allez, on passe à un autre sujet, vous êtes d'accord? Oui. L'heureux gagnant des 15 millions d'euros. Alors, il y a une photo dans le Parisien, c'est Sophie Favier. J'ai cru que c'était elle qui avait gagné. Mais non, en fait, c'est elle qui tire les boules. C'est bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je tire les boules. Voilà. Alors ça y est, on savait évidemment que c'était quelqu'un qui habitait Bourges, ou en tout cas qui avait validé son bulletin à Bourges dans le Cher. Maintenant, on ne connaît pas l'identité exacte des gagnants parce qu'ils ont voulu garder, ils ont bien eu raison, l'anonymat, mais on en sait un peu plus sur ce couple qui effectivement vient d'empocher les 15 millions du premier loto européen. Et je trouve ça formidable, cette histoire. Parce enfin, c'est pas sympa que ça tombe sur un Bourges. Ben justement pas. C'est ça qui est bien. Franchement, c'est émouvant quand on lit ce qu'on peut voir dans la presse ce matin. Voilà, un couple qui s'appelle Christelle et Jean-Marc, apparemment, si ce sont les vrais prénoms. Ils n'avaient même pas pensé à regarder les résultats du tirage. C'est un ami qui leur a téléphoné dimanche dernier pour leur demander, sur le ton de la boutade, puisqu'ils habitent Bourges, si c'était pas eux, à tout hasard, qui avaient gagné le loto. Saisi par le doute, Jean-Marc s'est alors empressé de vérifier sa grille. Et je n'ai pas regardé qu'une fois, dit-il en souriant, se souvenant juste que d'un seul coup, son cœur s'est mis à battre très fort. Effectivement, ils ont passé alors une journée et une nuit formidable parce qu'ils sont montés à Paris. Et dans ce cas-là, je crois que la Française des Jeux organise toute une journée aux petits oignons pour les grands gagnants. Ils n'ont rien dit à leurs amis, même pas au type qui avait téléphoné pour dire « Dis donc, c'est pas vous les gagnants ». Parce qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas encore que c'était effectivement eux les gagnants. Ils sont berrichons de souche, parents d'un petit garçon d'une dizaine d'années. Ils sont fonctionnaires l'un et l'autre. Ils habitent une modeste HLM. Et avec l'argent, ils pensent se faire construire une belle maison avec terrain dans les environs de Bourges. Et lui est fan de voitures de course automobile. Alors c'est ça. J'aime bien le mec qui fait surtout ne donnez pas notre nom. Mais c'est le mec qui revend sa Clio et qui achète une Ferrari le lendemain. Non. Il a pas acheté. D'ailleurs, le type est bien parce que non seulement il a pas encore acheté la Ferrari ou la Porsche. Je crois qu'il pense plutôt à une Porsche. Il veut d'abord prendre des cours de pilotage pour pouvoir conduire de la voiture de sport qu'il pourra enfin s'acheter. Et ce qui est terrible, c'est qu'avec 15 millions d'euros, il va s'acheter une voiture de sport, on va lui enlever son permis de conduire en 15 jours. Voilà, non mais c'est bien, moyen et millionnaire, berrichon, ils sont sur un petit nuage. C'est plaisant quand même. C'est charmant. Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait faire un reportage comme ça sur des gagnants du loto, qui est gros lot, je me rappelle plus de combien. Lui était un ancien jardinier à la retraite et elle était une ancienne femme de ménage. Et ça faisait 2 ans qu'ils avaient gagné et c'était formidable. Vous aviez deux personnes effondrées devant la caméra, mais littéralement effondrées, défaites,
comment on place l'argent. Tout le monde vient nous taper. On a voulu investir, on a perdu de l'argent. Enfin, ils étaient minés, les malheureux. Et à la fin de l'interview, la vieille dame dit, mais désolé devant le micro, elle dit, vous savez, hein, avoir de l'argent, c'est un métier. Hein. Je trouvais ça superbe, et donc il faut toujours relativiser. Le feu rouge de la drague. C'est dans le Parisien que j'ai trouvé cet article ce matin. C'est amusant parce que c'est quelqu'un qui raconte que vraiment en voiture on peut tout faire. Certains lisent un livre dans les embouteillages ou un journal, d'autres se maquillent et certains y voient même l'occasion de séduire, nous dit ce témoignage du Parisien. La dame raconte: fatiguée de ma journée de travail, je ne suis plus qu'à quelques minutes de mon appartement. Je m'arrête à un feu rouge, boulevard Poniatowski, près de la porte de Bercy à Paris. Mon attention est alors attirée par un conducteur arrêté sur la file de gauche. Par de grands gestes, il me fait comprendre qu'il veut me parler. Un peu méfiante, je finis tout de même par baisser ma vitre. L'automobiliste veut en fait connaître le chemin pour se rendre gare de Lyon, dit-il. Rassuré par ses intentions, je m'empresse de lui indiquer la route. Mais il attend à peine la fin de mes instructions pour entamer une relation d'un nouvel ordre. Merci, vous êtes très gentil. En plus, vous avez vraiment de très jolis yeux. Ça vous dirait de venir boire un verre avec moi ? Interloquée, dit-elle, je profite du feu passé au vert pour démarrer en trombe sans répondre. Curieusement, je remarque quelques mètres plus loin des jeunes filles aux mœurs légères accoudées à une cabine téléphonique, dit-elle. Ça prouve qu'en fait, on drague même au feu rouge dans Paris. Ah oui, ça m'étonne connu. pas. Bah oui. Ah oui, Caroline, vous faites draguer au feu rouge? Écoutez, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive de... On va poser la vraie question. Caroline, vous faites draguer? Ça me fait draguer au feu rouge, ça m'est arrivé, c'est vrai. Mais moi-même, je mate quand je suis au feu rouge. C'est pas J'ai vrai. rien à faire, oui, je regarde dans les voitures à côté. Ah oui? Oui, je regarde. Et puis tu si vois les jamais il y a mecs qui se quelque mettent les chose doigts dans le d'agréable. nez. Exactement. Et dans ces cas-là, ça me fait toujours rire. Mais faites quoi alors? Un petit sourire? Un petit... Bah écoutez, c'est comme le... Vous ouvrez la portière, vous écartez les jambes, qu'est-ce que vous faites? Non, mais il y en a qui m'ont déjà... Ça m'est déjà arrivé de me faire suivre, et au feu rouge d'après, qu'on me demande mon numéro de téléphone. C'est pas vrai. Bien Ouais, sûr. ouais. Bah, moi j'ai fait mieux. Ah, dites. Ma plaque d'immatriculation, c'est mon numéro de téléphone. On gagne du temps. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. C'est beau un homme qui rêve. Jusqu'au 28 février avec le grand festival Bricomarché, réalisez vos rêves à prix magique. Bricomarché, pouvoir tout faire, moins cher, dans les Bricomarchés participants. Assurément, les riches et les pauvres ne vivent pas sur la même planète. Dans le nouveau livre de Jean-Louis Fournier, Les mots des riches, les mots des pauvres, Monsieur Nouveau Riche a acheté un gros 4x4. Quand il est au volant, il peut regarder tout le monde de haut et il lui faut bien ça pour tirer son scooter des mers avec lequel, chaque année, il va empêcher les crevettes de faire la sieste. Ah, mais pourquoi dit-on toujours pauvre con? Jamais riche con. Retrouvez Monsieur et Madame Riche et Monsieur et Madame Pauvre dans Les mots des riches, les mots des pauvres de Jean-Louis Fournier aux éditions Anne Carrière. Ah, l'estafette Renault. Avec Christine, c'est toute notre vie. En 35 ans de fruits et légumes, pas un problème. Elle ronronne comme au premier jour. Et puis cette estafette, c'est aussi des souvenirs. Christine, tu te rappelles notre voyage de noces à Fréjus? Tous les deux sur la Nationale 6 avec notre estafette. On a toujours du mal à changer son utilitaire. Enfin, pendant les jours utiles Renault, du 2 au 28 février, Renault Trafic est à partir de 14 050 € hors taxe, soit une remise de 2 500 €. De toute façon, fallait bien la changer un jour. Renault véhicule utilitaire, on gagne toujours à travailler avec le numéro 1. Ce soir à 21h, Canal+ vous invite à découvrir son film coup de cœur, Le pianiste, de Roman Polanski avec Adrian Brody. Auréolé de 7 Césars, 3 Oscars et 1 Palme d'Or, le chef-d'œuvre de Polanski est à découvrir ce soir en exclusivité sur Canal+. La séance Vendredi coup de cœur, c'est le vendredi à 21h sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Caroline Diamant, Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoyne, Stéphane Pocrin. L'INSEE dresse le portrait des Français d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques. Alors d'abord, nous sommes maintenant 61,7 millions, soit 300 000 Français de plus qu'il y a un an. Le vieillissement de la population se poursuit malgré la canicule de l'été dernier. Ah, qui vous le dites? Les plus de 65 ans sont quand même près de 10 millions en France. Ils représentent 16% de la population. Et les moins de 20 ans représentent 25% de la population. 15 millions de moins de 20 ans. C'est intéressant de savoir à peu près. Hein. Bah, notre avenir est dans le dos. Hein. C'est dur, là. Ah oui?
Enfin, vous vous rendez compte, 10 millions de plus de 65 ans, m'a dit moi. Oui, mais 15 millions de moins de 20 ans. Oui, c'est le rapport est pas terrible. Nous, on est entre les deux, c'est bien. Et combien il y en a au milieu alors? Ah bah oui, le reste. Faites le calcul. L'espérance de vie baisse pour les femmes. Oui. Ça, alors là, oui, parce qu'elles fument. Ah, vous croyez que c'est ça? Bah oui, bien sûr. 82,9 ans. Contre 83 ans en 2002 €. Allez, donne-moi une cigarette. Il a perdu quoi, un mois? Oui, c'est ça, ouais. En revanche, les hommes vivent plus vieux. 75,8 contre 75,7. On a gagné un mois. Le mois que les femmes ont perdu. Vous nous l'avez piqué, voilà. Le nombre de naissances est resté élevé. Il y a quand même eu 792 000. Pas chez cette couche de la population. Tu passes à autre chose, pas chez les 75 ans, 80 ans. Ah non. Sur l'ensemble de la population. 792 600 bébés en 2003. Les femmes ont eu autant d'enfants en moyenne qu'en 2000 et 2001, après un léger recul en 2002. Alors, quand tu recules, tu peux pas avoir d'enfants. Avec 16% de la population de l'Union européenne, la France se place, est-ce que vous le savez? Deuxième place. Deuxième place derrière? Absolument. Derrière l'Islande, c'est ça? Non, l'Allemagne. L'Allemagne a la plus forte population européenne, 82,5 millions d'Allemands. Ah non, mais je vous parlais des naissances. Croire que l'Islande était le pays le plus peuplé? Mais non, naissance. Je crois que ceux qui ont le plus de... Non, moi je vous parlais du nombre d'habitants. J'étais passé au nombre d'habitants. 16% de la population de l'Union européenne, on représente les Français. Ah, c'est pas mal quand même, 16% de la population européenne. Et on est en deuxième position derrière les Allemands. Le pays a enregistré l'an dernier 580 300 décès. C'est le niveau le plus important depuis 1985. Mais ça, c'est la canicule qui a fait Alors ça. là, oui, voilà. Là, on peut dire c'est sûrement la canicule. Côté mariage, il y a une baisse. En revanche, le Pacs prend de l'ampleur. 21 000 Pacs ont été conclus durant les 9 premiers mois de 2003. Alors, est-ce que ceux qui se paxent aujourd'hui sont ceux qui se mariaient avant? C'est ça la question. C'est peut-être plus facile de se dépaxer que de divorcer. C'est facile de se dépaxer, mais il faut pas mettre le Pax dans le café parce qu'après ça a un goût. Autre statistique, les hommes n'ont jamais autant changé. C'est la une, enfin pas la une, c'est un gros titre du Parisien signé Florence Degen. C'est une étude réalisée en France, en Belgique et en Grèce. Les hommes européens s'occupent de plus en plus de leurs enfants. Et il y a à peu près 25% d'hommes dans les couples qui s'investissent dans l'égalité et qui ne reviendraient pour rien au monde au modèle de leur père ou de leur grand-mère. Et quand on dit que les hommes changent, ils changent leur bébé essentiellement. Ça, c'est vraiment la tâche la plus qui fait l'unanimité. Ah, ça, c'est taché, la couche, oui. Non, mais c'est ce qui fait le plus l'unanimité. Vous voyez, pour la vaisselle, l'aspirateur et tout ça, bon, on est encore loin d'un bon résultat. Mais changer le bébé, il paraît que les mecs s'y mettent vraiment. Vous avez constaté ça, Sophie? J'aurais dû attendre 40 ans pour faire des gosses. 40 ans de plus, j'entends. Ouais. Mais non, de mon temps, ça n'existait pas. Caroline, dans votre couple? Moi, j'ai un mari qui s'occupe admirablement de sa fille, je dois te dire. Ah, voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'énerve, c'est que les gens le regardent baba en disant, oh là là, c'est un mari admirable, quel père admirable. Alors que nous, on fait 90% de plus et on fait la même chose et tout le monde nous regarde comme si c'était normal. Ça, c'est encore très pénible. Oui, mais c'est pas faux. Oui. Non, mais c'est pas faux. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que changer les couches, c'est pas quelque chose qui m'excite terriblement. Mais vous êtes prêt à changer le bébé de temps en temps, à condition de changer de femme en même temps? Oui, c'est ça. Ou changer de bébé, carrément. je les change contre un autre. Vous, Pocrin, vous êtes un papa modèle? Moi, mon mec, il fait la vaisselle, tout et tout. Très, très bien. Parfait, vraiment bien. Mon non, vous avez une charmante femme et tout. Et un bébé délicieux. Moi, je fais à peu près tout à la maison. Ah bah tiens, alors là, vous allez réagir, j'en suis sûr, parce que dans le journal 20 minutes, on nous dit que le comité de tourisme de Guadeloupe a présenté son plan pour reconquérir les 100 000 visiteurs annuels perdus en 3 ans. Vous savez que la Guadeloupe a un vrai problème avec le tourisme. Et ce projet, donc, met l'accent sur la formation des personnels grâce à un lycée hôtelier qui va ouvrir là-bas, sur l'accueil et la fidélisation de la clientèle des touristes qui peuvent et qui ont envie, j'imagine toujours, d'aller à la Guadeloupe passer quelques semaines ou quelques jours de vacances. Parmi les mesures prévues dans ce plan marketing, écoutez bien, un tiponche sera servi à l'aéroport. Ça, alors, je trouve ça curieux. Mais ça, c'est balèze, que c'est un petit ponche pour le pilote de ligne. Et ça, j'aime mieux dire que quand tu montes dans l'avion, ça t'inquiète terriblement. Mais enfin, c'est curieux de servir un petit ponche à l'arrivée à l'aéroport, parce que franchement, si vous prenez une bagnole tout de suite après, non. Voilà, le premier arbre. Non, je pense que ce qui est bien, c'est la création d'un lycée hôtelier. Oui. Ça, c'est bien, parce qu'on a tellement dit que les gens travaillaient mal, étaient mal formés, c'est bien de le faire.
Ça me permet de revenir sur la campagne de dénigrement qu'il y avait eu à l'époque par le groupe Accor, qui avait eu... Tout ça n'était qu'une affaire de gros sous. Ils voulaient continuer à bénéficier des mesures de défiscalisation qui permettent d'investir outre-mer. Donc, ce qui permettent qui permettent de faire croire qu'on investit outre-mer pour utiliser l'argent qu'on a gagné en défiscalisant dans d'autres régions. C'est ça le vrai problème. Mais cela dit, c'est vrai, quand on arrive à Tahiti, d'être accueilli avec ces somptueux colliers de fleurs très odorants, c'est très agréable. Mais alors après, à Paris, pour les porter dans le métro, c'est juste, hein. Eh bien non, parce que quand on repart de Tahiti, figurez-vous qu'on ne peut pas vous mettre de colliers de fleurs fraîches. C'est pour ça que quand on repart, ils vous donnent des colliers de coquillages. C'est gracieux. On n'a pas le droit de monter dans l'avion avec dans des le fleurs métro, fraîches. c'est pareil, hein, les métros de coquillages. Mais Tiponge, c'est bien parce que quand Elle nous fait rêver. Elle est en train de nous dire qu'elle est allée à Tahiti. Moi, je suis jamais allé à Tahiti. Parce que j'ai un mari qui a vécu 8 ans là-bas. C'est pas vrai. Et t'as été à Tahiti. Il a toutes les qualités, ce mari-là. Un jour, il a eu envie de me montrer. Il travaillait à la caisse d'épargne. Non, mais son meilleur ami est quand même marié avec une somptueuse tahitienne. Wow. Alors c'est vrai qu'elle est pas bourrée d'humour, mais sur la plage en jet ski, ça le fait quand même. Et si elle vous écoute, elle comprend pas. Bon, d'accord. Elle sait pas allumer le poste de radio, je crois. Oh, c'est dégueulasse. Non, je plaisante. C'est de la comment pure, elle s'appelle? C'est de la pure jalousie parce qu'elle est somptueuse. Comment elle s'appelle? Maëva. Rita. Rita. C'est pas très tahitien comme prénom, Rita. Non, c'est vraiment la polynésienne de carte postale, quoi. Ouais. 1m80, de bronzage. En gros, ce que vous dites, c'est qu'un peu, c'est le symbole de la polynésiennerie. C'est ça? Non, mais enfin, elle parle pas beaucoup. Hein, ça a des avantages. Pour revenir à la Guadeloupe, il y a aussi des magnifiques filles là-bas. Magnifiques. Ah. Alors, elles sont splendides. Guadeloupe et Martinique, parce qu'il y a en plus beaucoup de mélanges. Donc ça donne des produits absolument délicieux. Encore un effort pour m'énerver. Le bowling, voilà, ça va mettre tout le monde d'accord, ça. C'est un papier de Flavie Novelli, toujours dans le Parisien. Et je sais pas si vous allez jouer au bowling de temps en temps, mais il paraît que ça redevient très à la mode, le bowling. C'est vrai qu'aux portes de Paris, on peut trouver des tas de bowling. En province, il y en a aussi beaucoup. Et moi, j'avoue que j'aimais bien ça, et j'y suis pas allé depuis une éternité jouer au bowling. Et je me suis dit qu'on se ferait bien une petite sortie tous un jour au bowling qu'on rigole 2 minutes, non? Bah, j'y suis allé encore il y a 1 an. J'y vais régulièrement, surtout quand je suis en province, dans la Somme, à Albert, au bowling d'Albert, je vais jouer là-bas. Et c'est fabuleux, parce qu'en plus, ça a bien évolué. Avant, on écrivait, vous savez, les résultats sur une petite feuille. Maintenant, tout est automatique et fluo. Tout est calculé automatiquement, on donne les scores, avec des boules de bowling fluo et tout. On sent les habitués, il y en a certains qui arrivent avec leurs boules à eux. On sent aussi les chaussures du mec qui les a mis avant. Hein. C'est ça, moi que j'aime pas. Le seul problème, c'est ça. Quel est l'intérêt de ces chaussures? C'est parce qu'elles ont des crampons pour non, pas c'est glisser, parce que c'est aussi... Oui, non, il n'y a pas de pour ne crampons, pas abîmer la surface. Parce que c'est justement une espèce de parquet très lisse, et sinon, si tu arrivais avec des crampons, entre guillemets, tu pourrais rayer tout ça, et après, pour les boules, c'est pas terrible. Vous jouez, vous? Non, pas du tout, parce qu'il faut mettre 3 doigts, c'est ça, hein, dans la boule. Oui, exactement. J'ai pas les moyens. Comment ça? J'ai de la rhizarthrose, ça s'appelle. Je vous le dis parce que je sais que vous vous intéressez à mon petit corps. Et donc, l'arthrose des masses, ça s'appelle de la rhizarthrose. Et alors, si je mets 3 doigts, eh ben, il me reste plus rien. Donc voilà, je ne peux pas jouer au boule, mais en plus ça m'intéresse pas. Vous jouez, Caroline? Non, j'ai pas joué depuis une éternité, mais j'aime pas trop mettre mes petits pieds délicats dans les chaussures des autres. Allez-y, en talons aigus qu'on rigole. Alphonsi, vous êtes un bowlinger? Non, pas du tout. Oh, c'est sympa, non, franchement, il y a une bonne ambiance. C'est pas sportif, on quand peut même. manger un petit tartare en... Pourquoi je dis un tartare d'ailleurs, mais... Bah non, c'est rare, les gens qui bouffent du tartare en jouant au bowling. Eh ben oui, moi, là, c'est une déviance. C'était au Havre. Oui, mais il faut dire que aussi, d'un autre côté, vous mettez des pages dans votre café, donc... Non, on vous sert un petit tartare Non, moi je bon? Ouais, je me C'est ça qu'il y a des restaurants dans les bowling. Et oui, évidemment. Il y a des Bien sûr. Mais pas du tout. Ah, mais il y a des bars, il y a des bars. Au bowling de Montparnasse, il y a un restaurant. Autrement, je dirais pas au bowling s'il n'y avait pas de restaurant. Ah, c'est très sympa. Ça doit être bien, ça. Tu sais, t'es à table, tu fais, attendez, excusez-moi, je finis mon plat après, je vais lancer ma boule, et tu reviens, puis il y en a un autre qui se lève et tout ça. C'est ça que ça C'est pas con le steak tartare parce que ça ne refroidit pas pendant que tu lances Et ta voilà, boule. elle a tout compris, Caroline Diamant. Et vous mangez pas de frites avec. Bah, les frites froides, c'est bon aussi. Oh là là, ça va être bon chez vous, hein. Vous avez le sens de la fête, vous. En tout cas, c'est intéressant le bowling. Ça donne envie, je jure, ça donne envie. Ah, non, peut-être qu'on l'a mal décrit, le bowling. Je pense, ouais, je Mais sais je pas. suis sûr que tu te prendras au jeu. Ah oui, C'est vrai. écoutez, on le fait, on se fait une soirée. Chiche. Allez, Oh là là. chiche. On se fait une soirée flunch bowling. La folle Tu vas loin, là, tu vas loin. Je me rappelle d'une scène extraordinaire dans un film, le film avec De Niro, là, sur le Vietnam. Ah, il y a aussi Big Lebowski. Où le type glisse en lançant sa boule, il glisse dessous, il se coince dans les quilles. Ça, c'est formidable. Il y a une scène extraordinaire dans ce film.
merveilleux qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer, je crois. C'est ça, hein? Et le film le plus drôle sur le bowling qu'on peut trouver en DVD, qui est pas sorti en France, qui s'appelle Kingpin. Ah oui? Kingpin, et c'est un film des frères Farrelly, les mecs qui ont fait Marie à tout prix. Et c'est l'histoire ils ont pris un peu la trame de La couleur de l'argent, je sais pas si vous vous souvenez, le film avec Paul Newman et Tom Cruise. Et c'est un champion de bowling qui triche, on lui coupe une main, et donc il peut plus jouer au bowling. Et finalement, il trouve un mormon qui est champion de bowling, et c'est l'ascension de ce mormon dans le monde du bowling, et c'est à pleurer de rire. Ah oui? Ah ouais, vraiment. Comment ça s'appelle? Kingpin. Kingpin, j'ai loué. Ah bah oui. C'était la minute culturelle de Jean-Luc Lemoyne. Mais qu'est-ce que tu es, snob. Kingpin, c'est comme ça aussi qu'on appelle Rocco Siffredi, il paraît. On se retrouve après le flash de 17h. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux... Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance... Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Le but de la vie, c'est le bonheur. Mais savez-vous quand et pourquoi vous êtes heureux? Les éditions Robert Laffont présentent Vivre. Vivre, c'est l'un des grands classiques de la psychologie. Dans Vivre, pour la première fois, grâce à une méthode originale, la question du bonheur est étudiée scientifiquement et reçoit une réponse concrète. Vivre, de Mihai Csikszentmihalyi, salué par la critique, présent dans toutes les listes des meilleures ventes, une étude révolutionnaire sur le bonheur et les moyens de l'atteindre. Un livre aux éditions Robert Laffont. À la maison, si tout allait par deux, tout irait 2 fois mieux. Tiens, si on avait 2 escaliers, un pour monter, l'autre pour descendre, vous voyez? Non, vous voyez pas, moi non plus. Alors autre chose, 2 téléphones sur la même ligne, un téléphone pour chacun. Là, vous comprenez, c'est génial. Alors pour ça, on va chez France Télécom, on demande un pack ma ligne avec 2 téléphones dedans, et clac, on se va offrir 15% de moins sur les 2 téléphones. Bon, pour les 2 escaliers, je suis pas sûr. Jusqu'au 7 mars, avec ma ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. C'est la révélation d'un grand écrivain. Les éditions Robert Laffont présentent Écoute-moi, le roman de Margaret Mazzantini. Écoute-moi, c'est la confession bouleversante d'un père à sa fille. Elle est allongée sur un lit d'hôpital. Il lui raconte son secret, la passion qui le hante depuis toujours. Et dans ce temps suspendu, c'est leur destin qui se joue. Immense succès critique et public, lauréat du Goncourt italien, déjà traduit dans 15 pays et bientôt adapté au cinéma. Écoute-moi, un roman d'une émotion rare, un livre Robert Laffont. Europe 1, il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. La plus grande prudence est de mise dans le sud de la France. L'alerte orange de Météo France concerne désormais 13 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Aveyron, le Tarn, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers ainsi que le Lot-et-Garonne. Il y a de violentes rafales de vent à 90 km/h. Sur l'ensemble de ces départements, le vent va souffler de plus en plus fort dans la soirée et pendant la nuit. Le paroxysme sera atteint demain matin. L'alerte orange de Météo France est valable jusqu'à demain après-midi. Sur le littoral méditerranéen, ces vents s'accompagneront d'une forte houle avec des vagues de 6 mètres environ. Une imprimerie a été détruite par un incendie dans le Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit de la société d'impression boulonnaise à Saint-Léonard. Elle emploie 300 personnes. Une personne a d'ailleurs été brûlée, mais sans gravité. C'est un court-circuit qui serait à l'origine de cet incendie. Des associations antiracistes condamnent les dérapages de Dieudonné, mais elles condamnent également l'annulation de son spectacle ce soir à l'Olympia. Empêcher Dieudonné de se produire dans un spectacle qui n'a rien à voir avec ce qui lui est reproché relève de l'atteinte à la liberté de création, estime la Ligue des droits de l'homme. L'Union des étudiants juifs de France affirme de son côté « Nous regrettons le contexte de cette annulation, ce climat qui n'est pas sain ». Dieudonné, lui, a décidé de jouer un spectacle dans la rue ce soir à 19h face à l'Olympia. Un 5e médecin de l'hôpital de Castelnaudary dans l'Aude est mis en examen pour homicide involontaire suite à la mort d'une femme de 37 ans. Cette patiente s'était présentée aux urgences. Elle se plaignait de douleurs au ventre. Son état a empiré. Elle est décédée dans l'ambulance qui la conduisait vers un autre hôpital.
On s'intéresse maintenant à vos conditions de circulation puisqu'il y a déjà beaucoup de monde, Judith Grimaldi. Oui, notamment en direction de la province, des ralentissements importants sur l'A13 de la porte de Passy au triangle de Rocancourt. Sur la 86 intérieure, c'est difficile entre Vitry et Fresnes et cela se prolonge jusqu'à Chilly-Mazarin sur l'A6. Sur la 86 extérieure, vous ralentissez également de Thiais jusqu'à Maison-Alfort. Sur le boulevard périphérique, vous roulez en accordéon en extérieur de la porte de Saint-Cloud à la porte de Bercy, en intérieur de la porte de Passy à la porte de Bercy. En province, la circulation est fluide, sauf dans le nord, sur l'A1 à Fresnes-les-Montauban, au nord d'Arras et à Gournay, au nord de Compiègne. En Rhône-Alpes, il y a du monde sur l'A6 à Lyon et à Saint-Priest. La rocade bordelaise est également chargée, notamment à Mérignac et Bègles. Les marchés financiers et Paris devraient terminer dans le rouge pour la première fois de la semaine, Pierre Fay. L'indice CAC 40 recule de 1% à 3723 points. À New York, le Dow Jones cède 0,5%, le Nasdaq 0,9%, l'euro vaut 1,2570 $. Alcatel cède notamment 3,2% et Capgemini 3,1%. Pernod Ricard gagne 2%, plus 1,4% pour Arcelor qui profite d'une recommandation positive de la part de Morgan Stanley. Deux résultats à signaler aujourd'hui. Schneider a fait un petit peu mieux que prévu et l'action gagne 0,7%. L'Oréal a fait comme prévu et l'action perd 1,4%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la deuxième tous courus. Premier le 11, 17 et 3,30. Deuxième l'As 3,60 et troisième le 4, 5,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Tous les soirs sur Arte, le journal de la culture fait le tour de l'actualité culturelle européenne. Expos, ciné, musique, théâtre. Le journal de la culture, c'est du lundi au samedi à 20h et c'est sur Arte. Baisser les prix en France, Carrefour s'y emploie tous les jours. T'as entendu ça? Par exemple, jusqu'à samedi, si tu achètes une télé, Carrefour t'offre 20% en ticket cash Carrefour sur tes prochains achats. Oh mais 20%, mais c'est énorme! Et aussi 20% sur le home cinéma, les caméscopes, la hi-fi, les magnétoscopes et même 20% sur les nouveaux lecteurs DVD. Mais alors ça veut dire qu'aujourd'hui, la haute technologie... Eh ben c'est plus du luxe. Merci Carrefour. Faire baisser les prix même sur la haute technologie, c'est aussi ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positif. Voir conditions en magasin. Ce soir à 21h, Canal+ vous invite à découvrir son film coup de cœur, Le pianiste, de Roman Polanski avec Adrian Brody. Auréolé de 7 Césars, 3 Oscars et 1 Palme d'Or, le chef-d'œuvre de Polanski est à découvrir ce soir en exclusivité sur Canal+. La séance Vendredi coup de cœur, c'est le vendredi à 21h sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. On va se gêner deuxième heure, toujours avec Sophie Garel, Caroline Diamant, Philippe Alfonsi, Stéphane Poquelin, Jean-Luc Lemoyne. Et le Secours populaire qui lance un jeu de grattage, nous annonce-t-on ce matin. Ça, j'ignorais. Alors, il faisait déjà des tombolas, le Secours populaire. C'est la 7e édition de ce jeu qui coûte 2 €. Vous allez pouvoir trouver ça, par exemple, dans les gares SNCF. Et une tombola, mais là, à gratter. Et il y a quand même une voiture à gagner. C'est l'inverse de l'euro-million. Là, tu grattes et tu peux devenir pauvre. Non, en fait, tu grattes. Et évidemment, l'argent récolté va au Secours populaire qui en a bien besoin en ce moment parce qu'effectivement, la pauvreté n'a jamais été aussi forte, faut le dire, dans notre pays. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Et je trouve ça triste, finalement, que pour recueillir des dons, eh bien, une association comme le Secours populaire soit obligé et besoin finalement de lancer un jeu comme un jeu de grattage, quoi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve que ça incite les gens. Moi, je vois quand on reçoit, par exemple, pour les enfants en Afrique, des petits grains de sable dans ce petit tas de sable, tu ouvres ton enveloppe, pour voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est excitant de te dire si c'est un porte-clés, ça va être génial et tout ça. Donc là, c'est un petit tas de sable. Et moi, je sais pas, ça concrétise l'histoire et ça me donne envie de donner. Je pense qu'il faut toujours un petit peu donner des hochets aux gens pour avancer. Les tickets sont en vente dans 186 gares de France jusqu'au 12 mars, date du tirage au sort de la tombola, dont le gros lot est une voiture. Donc profitez-en, effectivement, ça permet de jouer en même temps, pourquoi pas, de donner gagner de l'argent peut-être au Secours populaire. Il y a des gens qui ont mal compris le jeu, hein. Ils ont entendu le Secours populaire lance un jeu de grattage et j'ai vu des gens qui essayaient de gratter un SDF dans la rue. Et il faut leur dire tout de suite, c'est pas comme ça qu'on gagne, hein. Le terrain glissant. Mieux vaut gratter un millionnaire, t'as moins de risque d'attraper quelque chose. Mais remarque,
On peut rire de tout, hein. Et ben voilà, c'est la meilleure preuve. Je vais pas m'arrêter, faut pas croire. Marc, si tu grattes, t'as un millionnaire et que tu le gagnes, c'est toujours ça de prix, hein. Tu vas pas t'arrêter, mais il y a des gens qui vont t'arrêter bientôt. Eh ben tant pis, je ferai autre chose, je monterai sur scène. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Attention aux mégots dans les stations de ski. Dans les cafés, surtout dans les tasses, hein. Dans les cafés. Non, dans les stations. J'avais jamais pensé à ça parce que moi je ne suis pas skieur. Si, c'est énorme. Bah c'est oui. énorme. Oh, par exemple, Ça fait fondre la neige. non, mais sous un télésiège, on peut retrouver jusqu'à 30 000 mégots. Exactement, vous avez les chiffres. Et Bravo. c'est l'équivalent de il y a de quoi polluer 500 piscines particulières. Voilà, ce qu'on ramasse sous un télésiège, nous dit-on, est suffisant pour polluer 30 000 mètres cubes d'eau, soit le volume de 500 piscines privées. Donc ramassez vos mégots et on vend même maintenant des petits collecteurs de mégots. On peut partir avec en ski et comme ça, voilà, on met les mégots dedans et une fois rentré à l'hôtel ou au chalet le ça soir. pollue très longtemps. Oui, mais attention, il faut préciser des choses. C'est pas bien de jeter son mégot dans la neige, mais par exemple, si vous fumez une cigarette sur le télésiège et que ça tombe, ça sert à rien de se jeter aussi pour la récupérer. Non, mais il faut préciser, parce que là, on va au devant d'accidents. Alors, je voudrais qu'on revienne, puisqu'on est dans le ski, ça tombe bien, sur le succès des Bronzés font du ski, parce que ce film, on l'a vu, revu. Et ça repasse, plus ça a fait de... Et voilà. Et pour la 10e rediffusion, 10e rediffusion, mardi soir dernier, les Bronzés ont recueilli près de 42% des téléspectateurs, soit 11 millions de Français qui ont à nouveau regardé les Bronzés font du ski. Comment on peut expliquer un tel succès? J'en parlais avec Annie Lemoine justement, et on se disait... Ah oui, non, les Bronzés font du ski, c'est bon, on le connaît par cœur et tout, on regarde pas. Et puis, d'un seul coup, on zappe par hasard. Et une fois vous que étiez ensemble D'après vous, pourquoi on porte le même nom? Une bande de naïfs. Alors, je suis très vexé parce que j'assistais à la même conversation. Je te remercie de m'avoir cité. Merci. Ah, excuse-moi, je t'ai oublié. C'est le manque de vous êtes à charisme. 3 Et c'est vrai qu'une fois qu'on tombe dessus, le problème c'est qu'on peut plus décrocher. Parce que c'est quand même super bien fait, super bien dialogué, et c'est très juste. Et ce qui est étonnant, par exemple, vous voyez, il y avait en face, alors c'est marrant parce que c'est quand même deux générations d'humoristes. Vous aviez en face L'Extraterrestre sur France 2, c'est un film avec, non mais c'est vrai. Oui, mais il y en a un qui réussit, l'autre qui a raté. Oui, mais c'est quand même les inconnus contre les Bronzés, et les inconnus qui ont sorti ce film L'Extraterrestre, eh bien, eux, n'ont recueilli que 12% de part de marché ce soir-là. C'est très peu, hein, 12%. Même le téléfilm de la 3 ou même la série de la 6, Ma vie aux urgences, ont fait mieux que L'Extraterrestre. Ça prouve quand même que, voilà, le téléspectateur est pas aussi idiot qu'on veut bien le dire par moment. En plus, c'était pas une première diffusion, L'Extraterrestre. Je me demande. C'est encourageant pour la deuxième. Non, mais... c'est ça qui est le plus inquiétant. Ouais. Quant à Fear Factor, ça a fait un carton aussi, hein, en deuxième partie de soirée face à l'émission de Delarue, ça se discute. Avec TF1, on avait un peu marre de la suprématie de l'animateur de France 2 avec cette émission de débat, ça se discute, qu'il faut le dire, recueil d'énormes suffrages. Donc ils ont décidé de mettre Fear Factor, l'émission de télé-réalité, mais en plus en demandant à ce que cette émission de télé-réalité soit faite par des people. C'est-à-dire que là, vous aviez des anciens de la Starac. C'est Georges Alain qui a gagné. Alors, il y avait Georges Alain de la Star Academy. Jean-Pascal. Jean-Pascal. De la Star Academy. Voilà, tous de la Star Academy quasiment. Il y avait aussi Valérie Payet, une animatrice. Et alors, le truc, c'est qu'évidemment, on leur demande de faire des trucs pas possible, fou, pire que Fort Boyard. Alors il faut qu'ils se baladent sur une passerelle en équilibre. Non, mais c'était un truc de dingue. Vous accepteriez? Ah non, absolument pas. Enfin, pas ce genre de choses. Je veux bien s'il y a couture et cuisine. Ça dépend des options. Couture, il est plus à TF1. Cuisine, je sais pas, faut qu'on se renseigne. Alors on nous promet dans le même genre, vous en savez quelque chose Sophie, un jeu bientôt là qui va arriver courant avril, qui d'ailleurs sera opposé à notre émission, je crois que ce sera entre 19h et 20h sur TF1 tous les soirs, l'émission La Ferme, où on va enfermer donc pendant plusieurs semaines différentes personnalités dans une ferme, et ces personnalités vont devoir vivre dans les mêmes conditions qu'à la fin du 19e, c'est-à-dire sans électricité, sans eau, faudra aller au puits le plus proche pour pouvoir aller chercher de l'eau, cuisiner avec les animaux d'élevage qui seront dans la ferme, bref, vivre dans une vraie ferme comme au siècle, ou même il y a 2 siècles, et là on cherche actuellement les personnalités qui vont accepter de jouer dans la ferme. Je peux vous dire qu'on a une copine à nous qui fait partie de cette émission, qui vient d'être contactée, c'est tout ce que je peux vous dire. Et elle a accepté ou pas? On va être débarrassé de Christine Bravo. Comment vous avez deviné ça? Alors vous lui conseilleriez quoi? À de la fermer. Oui, c'est ça. Non, ça serait que Christine Bravo dans La Ferme. C'est quand même...
Ils ont le sens de l'humour. C'est un bon plan. Ils sont nombreux à être enfermés. Je crois qu'ils vont être une dizaine, j'imagine. Sophie, vous en savez plus? Oui, je sais, mon fils a été contacté, et j'étais morte de rire, parce que, imaginez, ce jeune homme que je connais déjà depuis quelques années, imaginez dans des conditions 19e, aller chercher l'eau, même quand elle est au frigo, il demande à quelqu'un de lui apporter. Donc on demande, c'est assez malsain d'après ce que j'ai compris, et c'est pour ça je pense qu'il ne le fera pas, c'est que on demande à ces gens-là d'être beaux. Ça c'est vrai, c'est vraiment beau mon fils. D'être beau, il est joli. Alors, d'être beau, d'être musicien, comédien, mannequin, d'être sportif. Et on leur demande de vivre en autarcie sur... Attendez, mais ils ont contacté Christine Bravo ou pas alors? Non mais où c'est assez écoutez, franchement, s'il y avait Christine dans ce genre d'émission, je regarde tout de suite. Moi aussi, bien sûr. Oui, elle sera formidable, elle sera très drôle. Bah, pareil, j'arrête de faire l'émission sur l'autre chaîne et puis je regarde. Mais non, l'avantage c'est qu'on l'enregistre. On peut faire notre émission et regarder l'autre. Mais non, mais où c'est pervers, c'est qu'en fait, ils cherchent des fils et des filles de famille, enfin des gens qui sont soi-disant nantis dans la vie pour les humilier, pour voir si ces gens... Oui, on parle par exemple de la présence de Mouna Ayoub. J'ai lu ça dans la presse. Oh, ça doit être drôle. Voilà, vous imaginez Mouna Ayoub qui quitte le Fosséa pour la ferme. Voilà. Mais parce que le modèle américain. Moi, je serais vous, j'enverrais votre fils, parce que Mouna Ayoub, c'est un bon parti, on sait jamais. On a lu un très beau livre ici, sur ce thème-là, c'est La Tempête. Ah oui, très beau livre. Exactement ça, quoi. Deux Américains, qui tout d'un coup, hop, qui se retrouvent plongés dans le chaos après une tempête et qui se retrouvent au 19e. Allez, un peu de musique avec Julio Iglesias qui fait son retour sur scène à Paris. On peut dire que c'est un vrai retour, mais moi je ne l'imaginais pas. Il n'est en fait jamais monté sur scène en France depuis 19 ans, Julio Iglesias. On le voit souvent dans des émissions de variété, il y a des disques qui sortent, mais ça faisait 19 ans qu'il n'était jamais monté sur scène. Pourquoi il pouvait pas? Il ne pouvait plus. Il a aujourd'hui 60 ans et il sera donc en concert au Palais des Congrès les 11 et 12 juin. Mais d'abord, il passera par Lille le 4 juin, Amnéville le 5, Marseille le 8. Il se produira ensuite à Lyon le 14 juin, Toulouse le 15 juin. Voilà pour les dates de sa tournée à travers la France. Et la dernière fois, effectivement, c'était en janvier 1985, au mois de juin. Le livre de la semaine. Pardon? À quelle date il est à Paris? Les 11 et 12 juin au Palais des Congrès. Allez voir Julio. Parce que j'adore, c'est un peu mon modèle. Quand j'étais petit, je m'habillais comme lui pour l'imiter et tout. Mes cheveux gominés, c'est extraordinaire. J'ai tout fait pour lui ressembler. C'est la main sur la braguette et tout? La totale. Il fait ça, Julio, il a toujours une main, comme s'il avait perdu... Non, c'est pas ça, c'est pour pas qu'elle sorte, parce qu'elle est sauvage. Un peu comme Patrick Bruel, qui paraît-il a perdu la moitié de ses testicules. Pourquoi? Il le chantait toujours. Qui a le droit? Qui a le droit? Et moi je demande. Bon. Il est temps de parler littérature. C'est un bon enchaînement. On va pas en sortir. C'est un bon enchaînement. Ouais. Richard Morgiev, Full of Love, c'est un roman publié chez De Noël que je vous ai demandé de lire pour moi. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Je vais me faire un avis avec avec vos différentes critiques. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Oh, vous n'avez pas l'air emballé. C'est-à-dire que Isabelle Motro, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce qu'elle dit parfois des mots difficiles, je m'avais dit Richard Morgièvre, c'est génial. Et effectivement, Morgièvre, j'en avais jamais lu, et il a une bonne réputation. Il a écrit des scénarios de films, tu sais, des bouquins intéressants, paraît-il. Et je me suis plongée dans ce livre. Alors, l'histoire de ce livre, c'est le héros s'appelle Gérard, dit Gérard, et il fréquente son inconscient. Il se regarde le film de sa vie, et sa vie, c'est sexe et mort. Et petit à petit, au cours des pages, on assiste à sa dégradation intellectuelle, morale, physique, dans sa confrontation avec la mort. Alors sa mère est morte d'un cancer de l'utérus, alors il rentre dans le ventre de sa mère, après il fréquente des femmes qui lui font subir les pires outrages, il se fait consommer par un chien, histoire de dire que j'aime les bêtes aussi, il se met quelques objets un petit peu par-ci par-là pour voir si ça fait mal ou si ça fait du bien. Quel objet Pour moi, c'est pour Gérard Miller, c'est un film, c'est un bouquin sur la mort, le sexe, la psychanalyse. Alors c'est écrit sans ponctuation, alors ça pourrait être un genre de poème. On doit y avoir quelques virgules avec tout ce que vous dites. Mais tu te dis, mais ça va. Ça va s'arrêter, ça va aboutir à quoi? Ces phrases qui n'en finissent pas, avec des chapitres qui démarrent en bas des pages, qui redémarrent. Et c'est glauque, c'est morbide, c'est sadomaso, incestueux. Enfin, pour moi, c'est malsain, ça dégouline de partout. Ça m'a dégoûté. Déjà que je faisais pas, je crois que je ferai plus. Vous n'avez pas, vous n'avez pas aimé.
Ah là là. Vous n'avez jamais entendu aussi mais ça m'a écœuré totalement. Non mais c'est vrai que le texte est un peu à la mesure de ce qu'elle dit. C'est un livre d'une rare violence. Je pense que j'ai rarement lu un livre aussi violent, aussi dur. Enfin, c'est un peu tout ce qu'elle dit. Il y a des bouquins jubilatoires. Celui-là, c'était éjaculatoire. Hein. Donc, à un moment donné, tu as besoin d'une douche, quoi. C'est un peu ce qu'elle dit. C'est Eros et Thanatos. On se balade dans l'inconscient d'un personnage. Et surtout, d'abord, il faut bien dire au lecteur qu'on prend du temps à comprendre quel est l'objet du livre, parce que la forme littéraire est très particulière. C'est écrit sans ponctuation, mais surtout en mélangeant des membres. Vous savez, il a essayé, le procédé littéraire consiste à essayer de rendre l'impression qu'a un rêveur lorsque vous êtes dans un rêve et que les images succèdent les unes aux autres sans avoir un rapport avec l'image précédente. Donc, par exemple, par ce procédé littéraire, l'auteur arrive à camper, à nous faire comprendre que le personnage change de peau d'un membre de la phrase à l'autre. C'est-à-dire il peut être à la fois la femme à laquelle il fait subir les derniers outrages et lui en même temps. Donc c'est une forme littéraire très violente, très particulière, et en même temps, lorsqu'on arrive à rentrer dans le texte, au-delà du malaise, il y a non pas une fascination pour l'histoire, parce que ce serait une fascination d'ordre assez morbide, mais je crois que quelque part cette violence m'a plu. D'ailleurs, on s'interroge sur l'inconscient de l'auteur lui-même. On se dit que pour arriver à camper un personnage qui a une telle violence en lui, une telle violence refoulée, qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans la Mais il a vécu certains événements. Et on sent la violence. Effectivement, il y a de l'inceste. C'est un livre très très dur, mais je crois quand même que c'est un beau texte et que le livre vaut la peine d'être lu. Philippe Alfonsi? C'est un peu compliqué parce que c'est en effet, il y a une forme littéraire absolument extraordinaire. Il y a une écriture. Au début, ça me perturbe un peu parce qu'en effet, comme tu le disais à l'instant, il nous fait vraiment rentrer dans parce que c'est un livre sur les fantasmes. Hein. Bon, donc il nous fait rentrer dans ces fantasmes, et on passe d'une image à l'autre avec une vitesse extraordinaire. Et au début, alors chaque fantasme, disons, va d'un point à un point. Entre ces deux points, il y a pas de virgule, il y a rien, il y a aucune ponctuation. Alors on change pourtant de sujet, on change de complément, on change de tout. Et au début, ça surprend, et puis ensuite, ça fascine. Vraiment, c'est une écriture qui est d'une beauté, qui est au-delà du chaos. Il y a une espèce d'harmonie qui se dégage. Quand même. Alors. Mais je vais m'excuser auprès de ce monsieur parce que d'un autre côté, je me demande ce qu'il a voulu faire. Ou bien, c'est un livre incroyablement douloureux. Et alors, je m'excuse encore plus de ne pas l'avoir aimé. Ou alors, c'est simplement un exercice de style. Et alors là, franchement, je ne m'excuse plus. Mais en revanche, c'est un livre qu'il faudrait mettre d'urgence entre les mains de mais absolument de tous les réalisateurs de films X. C'est l'anti-porno par excellence. Les films porno, ce qui est chiant, c'est que généralement, au bout de 3 minutes, on se dit, bon, alors, ça y est, on change de plan, quoi. Bon. Et là. De pièce. Oui, bon. Et là, c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, là, c'est qu'un kaléidoscope de fantasmes. Incroyable. On va à une vitesse folle. On n'a jamais le temps de s'ennuyer. Mais on est profondément dégoûté par ce qui se passe. Vous savez, c'est un peu mettre comme ça son inconscient sur la table. Alors, est-ce le sien ou est-ce un exercice de style, je répète? C'est un petit peu comme si vous ouvriez le ventre de quelqu'un et que toutes ses tripes se répandaient. Ça pue, c'est pas beau. C'est pas beau, mais oui, il doit y avoir des couleurs étranges. Bon, mais je crois voilà, que c'est ça que ça donne. C'est de l'impression que ça donne quand on lit ce livre. Et je vous dis, la seule réserve qu'on ait pour carrément s'excuser ou ne pas s'excuser auprès de l'auteur de ne pas avoir vraiment partagé ses fantasmes et ce livre, c'est de se dire, est-ce que ça lui est arrivé? Est-ce que c'est enraciné dans un inceste d'enfance ou pas? Voilà. Et ça, on ne le sait pas. Il l'a enfin, moi, j'ai lu des interviews de lui. Il a effectivement perdu sa mère d'un cancer d'utérus. Oui, son père s'est suicidé. Non, son il y a beau-père qu'un est truc mort. dans le bouquin, alors extraordinaire. On parlait des jeux de hasard tout à l'heure. Extraordinaire. Ça, c'est une trouvaille. Si c'est vrai, je ne sais pas aussi si ça lui arrive ou pas, mais ça, c'est une situation folle. Son père lui demande d'acheter un billet de loterie. Si le billet est gagnant, eh bien, très bien, il continue à vivre. S'il est perdant, il se tue. Et le billet est perdant et il se tue. Là, c'est la plus belle histoire de salaud qu'on peut faire à un gosse. Et ça, est-ce que ça lui est arrivé ou pas? Ça, c'est vrai que voilà, on a par exemple une des clés du livre, on se dit, bon, est-ce qu'il a subi ce genre de choses, en dehors de tout le reste, c'est-à-dire de cette fait violée? Parce qu'il y a une espèce de jubilation du viol dans ce livre qui est très étrange et pas sympathique. Caroline Diamant. Sa quête de féminité qui est assez intéressante, ça, c'est ce besoin d'être femme pour savoir qui est la femme. Ça m'a interpellé. Mais ça déborde tellement après que ça. Enfin, merci Caroline. À vous. Caroline, alors, vas-y. Je ne connaissais pas Richard Morgièvre. Et après mon avis que j'ai donné mon avis sur ce livre, il n'aura certainement pas envie, lui, de me connaître. J'ai commencé la lecture. Ça m'a agacé, moi, cette absence de ponctuation, parce que ça rend très difficile à lire. J'ai pas trouvé ça un style
qui m'a interpellé ou qui m'a plu. Ça m'a fait penser un tout petit peu à ces gens qui prennent des chats, qui les feraient déféquer sur une toile et qui diraient que c'est de l'art. Voilà à quoi m'a fait penser son bouquin au début. Il y a un moment donné où on comprend que il parle de son inceste, et alors moi j'étais persuadée, et parce qu'il n'y a pas d'autre solution, que cet auteur est profondément, a eu une vie atroce, certainement une enfance atroce, qu'il a subi les pires outrages, et que c'est un être malheureusement déglingué, meurtri et complètement foutu. Donc je suis allée après chercher sur Internet, et donc effectivement, il semblerait que ce soit sa vie. Alors, si ça lui permet d'aller mieux, d'accord, d'écrire ce livre, tant mieux pour lui. De là à le publier. Tant pis pour nous. De là à le publier, moi ça me choque. J'ai pas envie de lire ça. Je ne vois pas ce que ça peut apporter de lire ça. Je comprends qu'il y ait des démons monstrueux en lui. J'ai détesté ce livre néanmoins. J'espère que ça lui a fait du bien, parce que si en plus ça ne lui en a pas fait, alors c'est absolument gratuit et juste immonde. Tout ce que, enfin voilà, vos réactions sont à la mesure de ce que j'ai dit. C'est effectivement un livre extrêmement violent, et moi je pense que la littérature, elle a besoin de se nourrir, y compris de ces violences-là. Que l'intérêt, il n'est pas simplement pour l'auteur d'exorciser ses propres démons. Si ça peut suffire à lui faire du bien, c'est bien. Mais je crois que notre société, pour le coup, a aussi besoin de regarder en face. Je veux dire, il y a toujours une espèce de voile pudique lorsqu'on parle des questions d'inceste. L'inceste, c'est effectivement un tabou, et je trouve que lorsqu'un auteur ose faire littérature de sa propre douleur, sa propre souffrance, ça nous fait rentrer d'une certaine manière. Il ne faut pas que tu laisses sous-entendre qu'on est contre un livre sur l'inceste, parce que ce n'est pas le cas. Non, mais parce que effectivement, il parle d'inceste. La manière dont il en parle. Je dis que tu es contre ce livre, pas contre un livre sur l'inceste en général. Mais je trouve vraiment ce livre, on ne peut le faire qu'en littérature. Comme ça convoque des images qu'on peut inventer nous-mêmes. On nous le montrerait dans un film au cinéma, ou même dans un clip, ce serait pas acceptable 2 minutes. Mais la violence de ce texte, moi, me fait penser par exemple à un texte qui était très dur également, même si c'est beaucoup moins sexuel, qui était Cantique de la racaille de Ravalek, qui raconte effectivement des choses absolument terribles, et quand même, ça donne envie de, je trouve, enfin, je comprends que ce livre soit choquant, mais je trouve très dur avec l'auteur, quoi. Richard Morgiev, Full of Love, aux éditions de Noël, si vous avez envie de le lire, malgré les déconseils de Sophie Garel et je sais pas si ça se dit ça, déconseil, mais on comprend ce que ça veut dire, c'est ça l'intérêt. Les déconseils. Parfois il y a des mots tu comprends pas, ça t'emmerde. C'est un néologisme ruckien. Voilà, les déconseils de Sophie Garel et de Caroline Diamant, mais tout de même les recommandations avec prudence d'Alfonsi et celles plus avancées, on va dire, de Stéphane Poquelin. Full of Love aux éditions de Noël. La semaine prochaine, vous lirez pour nous un livre d'Emmanuel Pierrat, L'industrie du sexe et du poisson pané. Déjà, il y a... C'est la suite. Quelle horreur. À suivre. C'est au Dilettante édition. À suivre. Un peu de football, Jean-Luc, pour vous. Oui, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe à Téléfoot, l'émission des amateurs du foot? Il y a du rififi. Il y a du rififi, manifestement. On dit vulgairement, on s'agit dans le ventilo. Un premier papier publié par le Parisien, là, il y a 1 ou 2 jours. Pour le moment, la nouvelle formule de Téléfoot, célèbre émission dominicale sur TF1, est encore loin d'être au point. Dimanche dernier, la complicité entre les 2 animateurs a paru loin d'être évidente. Du coup, une idée a été réactivée, remplacer Christian Jean-Pierre, l'homme qui monte à TF1, par Denis Brognard, l'animateur de Koh-Lanta et de Fear Factors, qui pourrait donc animer Téléfoot, parce que c'est un ancien journaliste de sport. Tranquille. En fait, il faut savoir que Charles Villeneuve, c'est lui qui dirige désormais Téléfoot. Alors déjà, je crois qu'il avait décidé ou envisagé de se passer dans l'ancienne équipe, c'est-à-dire Pascal Praud, Vincent Hardy, qui étaient les journalistes de Téléfoot 1. Et là, on nous confirme ce matin que l'actuel directeur Frédéric Jaillant va devoir s'effacer, et son successeur sera Charles Villeneuve lui-même, qui sera donc le directeur de la rédaction du service des sports de TF1. C'est bien ça? Mais imaginez Téléfoot, ce que ça va donner vraiment si Charles Villeneuve va au bout de son truc. Le droit de savoir. Et soudain, c'est le centre en retrait. Non mais c'est absolument terrible. Je sais pas si c'est, avant il faisait le glaive et la balance, c'est vrai. J'ai le droit de savoir. Je sais pas si c'est une balance, mais en tout cas c'est pas un glaive, parce que vraiment sa nouvelle formule de Téléfoot, c'est ni fait ni à faire. Vous la regardez? Ah bah oui, moi j'aime beaucoup le foot, et donc l'idée ils sont allés chercher comment elle s'appelle sur LCI, Nolwenn Renou, qui est très gentille, qui passe bien, mais on sent que l'osmose n'a pas prise entre elle et le reste de l'équipe. Donc ils ont essayé de séquencer ça. Il y a une espèce de feuilleton sur le monde des Bleus
récurrents. Il y a Jean-Luc Haribard qui était là pour commenter des gestes techniques. Il est d'ailleurs très bon, sauf qu'on a l'impression que ce sont des morceaux d'émissions juxtaposés. Ah, on regrette le bon vieux temps. Et là, les auditeurs corses qui m'écoutent encore. Pierre Cangioni. Pierre Cangioni. Ça, c'était bien cette avec époque. Le générique de Zanini. De téléfoot. Pierre Cangioni et Didier Roustan. C'était la plus belle époque de téléfoot. Bah, moi, c'était l'époque où je regardais. Moi, ça fait des années que je regarde plus téléfoot. J'aime le foot, mais justement, c'est pour ça que je regardais plus téléfoot. Il y avait un côté. Alors donc, ça veut dire qu'ils ont raison de changer la formule. Oui, dans l'absolu, oui. Maintenant, ce qu'ils proposent, je suis pas sûr que ce soit la solution. Et puis, c'est vrai que Charles Villeneuve, avec tout le respect qu'on lui doit, je suis pas sûr que ce soit la personne qu'on attendait au foot. Moi, je pense que celui qui devrait aujourd'hui animer téléfoot, vous serez d'accord avec moi, Stéphane Pocrin, c'est Jean-Luc Lemoyne. Bravo, Sophie. Mais je veux bien quitter le monde de l'humour pour venir à téléfoot. Je vous vois très bien. Vous savez tout, commenter tout, vous êtes au courant de tout. Tiens, je suis sûr, je vous demande les 23 sélectionnés pour le championnat d'Europe des Nations par Santini pour le championnat qui aura lieu au Portugal au mois de juin. Je suis sûr que vous êtes capable de me les donner. Oui, mais personne ne le sait véritablement, puisque là, pour l'instant, c'est des supputations. Ouais, mais même les supputations. Cette réponse, j'aurais pu la faire. Non, mais si. Alors dans les buts. Ça c'est bas, ça c'est bas. Allez-y, attendez, allez-y, je vérifie. Alors, dans les buts, il y aura qui? Barthez. Ouais. Coupé. Ouais. Landreau. Gagné. Ouais, déjà là, il a bon. Les défenseurs. Les défenseurs, on aura Galas. Oui. De Sailly. Lizarazu. Sagnol. Mexès, ouais. Boumsong. Ouais. Sylvestre. Michael Sylvestre, évidemment. Voilà, oui, vous avez tous dit, ça y est, c'est bon pour la défense. Milieu de terrain. Milieu de terrain, on aura Zidane, Pires, Pedretti, Makelele, Vieira, évidemment. Ah, Makelele, je l'ai pas dans la liste. Makelele. Obligatoire. Vous devez l'avoir en premier à côté de Vieira même. Ah non. À côté de Vieira, je suis sûr. Ah non. Regardez bien. Ah bah si, ils sont au début, vous avez raison. Bah oui, alors. Oui, ça commence par si Patrick Vieira et Claude Makelele sont des éléments de base. Vous avez raison. Et il est fort, ce Lemoyne. Et Dacour. Et Olivier Dacour. Bravo, et puis en attaque, on peut mettre, sans hésiter, très aigué, Henry. On peut fort bien imaginer qu'on aura Saha. Ouais. En réserve de la nation, il y aura peut-être Louis Ndoula. Ouais. Et puis Julie peut-être aussi. Ouais. As-tu cité Viltord? Et vous avez oublié Sylvain Viltord, ouais. Et mais sauf si il rejoue, parce que pour l'instant il joue pas. Et vous avez oublié? Il peut pas. Anelka, il est condamné. Et Marley peut-être. Voilà, Marley. Bravo. Vraiment. De deux choses l'une. Il est bon. De deux choses l'une. Laurent, de deux choses l'une. Ou alors, en effet, il faut immédiatement qu'il anime téléfoot, ou alors il faut qu'il remplace Santini. Ça serait peut-être pas mal. Non, c'est pas ça, mais on m'appelle Gary Kurtz. La liste d'attente, on va voir, on peut pousser jusqu'à la liste d'attente. Ceux qui pourraient être sélectionnés s'il y a une blessure ou une méforme prolongée des 23 à peu près qu'on vient de citer. Alors, il devrait y avoir dans les buts par exemple. Dans les buts, il y aurait Ramé. Ouais, gagné, putain. Ramé, c'est Sébastien Frey. Sébastien Frey, gagné aussi. Ah non, vraiment. Sébastien Frey. Derrière. Derrière, il y a Réveillère. Ouais, gagné. Anthony Réveillère. Il y en a un autre arrière latéral, mais je me rappelle plus. Evra, ça vous dit quelque chose? C'est Evra de Monaco. Ah bah voilà, ouais. Voilà. Oh là là. Dans l'entrejeu. Roten. Gagné. Julie. Julie, on l'a déjà dit tout à l'heure. Roten, deux autres qui se terminent par O, ça rime. Par O. Ouais. Dabo et Capot. Ah oui, Ousmane Dabo et Olivier Capot. Ouais. Il connaît même les prénoms, c'est dingue. Hein. Et puis devant? Devant, j'ai dit Louis Ndoula. Ouais, mais il y en a deux autres. Alors bon, Anelka, on l'écarte, il y en a un autre. Qui pourrait être sélectionné aujourd'hui? Femme, en allemand. Frau. Woman. Bravo, merci. Ah ouais. Vous co-animez Téléfoot. Sauf que c'est Pierre. Sur Arte. Pierre Alain Pro. Il joue où celui-là, Pierre Alain Pro? Sochaux. À Sochaux, elle connaît pas celui-là alors. Si, c'est un très bon. Il est fort. Hein. Ah oui, là, il m'impressionne. Ouais, moi j'en ai. Il est fort, mais un bras ennuyeux quand même. Hein. Allez, on se retrouve après la pub. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui-tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. C'est beau un homme qui rêve
Jusqu'au 28 février avec le grand festival Bricomarché, réalisez vos rêves à prix magique. Bricomarché, pouvoir tout faire, moins cher, dans les Bricomarchés participants. Tous les samedis, Le Figaro vous propose le meilleur du 7e art en DVD. Montre-moi ce que tu sais faire, mais ne tombe pas amoureux de moi. Samedi, pour 3 € de plus, offrez-vous Eva, un film de Joseph Lozay avec Jeanne Moreau. Collectionnez les succès du cinéma français. Chaque samedi, Le Figaro et ses magazines, 4 €. Avec le DVD, 3 € de plus seulement. Quelle intrigue! On va se gêner la dernière ligne droite avec Sophie Garel, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Stéphane Coquerin, Philippe Alfonsi. Et partout dans la presse ce matin, l'affaire Pietra Gala à Marseille, la directrice artistique du Ballet National, laisse planer le doute, nous dit-on dans François, sur sa démission dans un conflit qui l'oppose à 80% de son personnel. Alors, il y a des détracteurs, il y en a qui sont pour Pietra Gala. Elle s'appelle, je l'ai vu dans la conférence de presse hier soir à la télévision, elle s'appelle elle-même Pietra Gala. Hein. Elle parle d'elle-même à la 3e personne en citant son nom, un peu comme Delon. C'est assez intéressant à voir. C'est toujours dangereux. En même temps, c'est quelqu'un, on le sait, qui a beaucoup de talent. Mais où en est cette affaire? Est-ce que la presse vous éclaire un peu plus sur ce sujet? Je vous ai donné à chacun un journal. J'ai envie de commencer par vous, Caroline Diamant. Tiens, pourquoi pas Caroline, hein? Pourquoi pas? Alors, je vous ai donné un tout petit article à vous, Caroline, découpé dans le journal Métro. On ne sait pas trop, ils n'ont pas trop d'avis, donc ils relatent effectivement, on apprend qu'elle a fait une conférence de presse, que tout ça est parti de la diffusion d'une pétition anonyme. Elle a commencé donc il commence l'article par une citation. Elle dit: je sors seulement de ma réserve aujourd'hui, car j'espérais que d'autres, devant leur devoir, l'auraient fait précédemment. J'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait dire. Je ne sais pas qui elle attendait qui se positionne pour prendre sa défense, mais visiblement, elle attendait et elle a dû être fort déçue donc de voir que ça ne venait pas. Elle a donc un petit peu, elle s'est défendue, elle a justifié les raisons de son combat, etc. Elle s'est rapportée à tout le travail qu'elle avait accompli. Au Ballet de Marseille. Elle dit visiblement, elle se présente un tout petit peu elle-même comme une victime. Elle dit qu'elle est enceinte, hein, d'ailleurs dans d'autres articles. Oui, de 5 mois. Alors là, c'est pas précisé, mais elle dit qu'on a supprimé son nom du logo, qu'elle a l'interdiction par écrit d'utiliser ses contacts, la négociation, on comprend pas exactement. Est-ce qu'on en comprend un peu plus dans le Figaro, Coquerin? Le Figaro ne s'attache pas vraiment à donner les origines du conflit, mais revient plutôt sur le caractère de Pietra Gala, puisque le titre, c'est Pietra Gala, l'inflexible. Et on sent quand même d'ailleurs que les journalistes, Florence Cicolella et Amélie Laurin, ont plutôt de la sympathie pour cette espèce de dame de fer de la danse française. Superbe danseuse étoile, rappelons-le. Superbe danseuse étoile. Elle la cite, Pietra choisit le mode ironique: je suis une artiste et une femme enceinte de 5 mois qui terrorise 80 personnes, mais il est vrai que je dois déranger. En tout état de cause, je ne veux pas polémiquer, je m'en tiens aux faits et privilégie à ce jour la vie. L'article revient au départ de l'article sur un truc assez drôle. On voit qu'elle a un sens quand même assez inné du rapport de force et de la stratégie, puisqu'alors même que monsieur Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, en visite à Marseille et qu'il était prévu qu'il aille visiter bien sûr le Ballet de Marseille et voir j'allais dire les grévistes, voir les pétitionnaires, eh bien elle, c'est ce jour-là qu'elle a choisi d'allumer un contre-feu médiatique et de tenir sa conférence de presse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne la position de Jean-Jacques Ayagon qui déclare en substance: le moment est venu pour Marie-Claude Pietra Gala de négocier pour trouver une porte de sortie honorable. Lui, il veut qu'elle parte, quoi, en gros. Visiblement, il veut qu'elle s'en aille. Le ministre de la Culture veut qu'elle s'en aille. Sophie Garel, dans le journal 20 minutes. Alors, c'est aussi court que pour Métro, mais là, ils disent pas que c'est anonyme. Ils disent que la compagnie est en grève. Elle était en grève hier à 80% du personnel qui demande sa démission pour rompre avec une ambiance délétère et antiproductive. C'est quand même assez grave comme accusation. Et Pietra Gala répond de la même façon, qu'elle est enceinte et qu'elle terrorise 80 personnes. Et Ayagon parle gentiment, mais c'est assez concis et dit l'essentiel de ce que vous avez dit. Il faut être respectueux de ses droits de salariés et de futures mamans. Mais malgré tout, il faut penser aux danseurs, aux salariés, à la réputation de l'institution et à son rayonnement. Donc, on sait pas très bien pourquoi on lui en veut, on sait pas très bien ce qui s'est passé, mais on voit bien la conclusion à venir. On a du mal à se faire une opinion, en fait, en lisant tout ça. Jean-Luc, j'avais pif ou poche, donc... non, vous avez Libération, Jean-Luc. Ah bon, parce que j'essaie de me mettre à mon niveau. Glop, glop. Oui, c'est ça exactement. On voit glop. Et Pifou qui dit glop glop tout le temps. Donc, dans Libération, ils reviennent sur la déclaration de Pietra Gala qui dénonce aussi une lettre ouverte qui était envoyée visiblement, mais surtout elle n'a pas été signée, cette lettre ouverte. Et elle désigne une responsable, c'est la déléguée syndicale CGT pour elle, qui a écrit cette lettre.
On n'a pas annoncé son départ, mais évidemment, on relate les propos de Jean-Jacques Ayagon, qui dit que ce serait bien qu'il trouve une sortie honorable. Donc lui, il a pris son parti, donc on peut estimer, en tout cas dans l'idée, que ses jours sont comptés. La compagnie générale Tchaïkovski, la CGT au Ballet de Marseille. Philippe Alfonsi, je crois qu'il y a un article très complet dans France Soir. Dans France Soir, c'est très complet, en effet. Ils ont bien construit leur page. Il y a bien évidemment la conférence de presse de Pietragala. Il y a l'avis de la fille de la CGT dont tu viens de parler. Et on a son nom dans France Soir. Qui s'appelle Jacqueline Ginoux. Et puis, il y a un petit encadré qui vaut son pesant de cacahuètes de Ayagon, sur Ayagon. Bon, Pietragala, on n'apprend pas grand-chose de plus. Simplement, elle se défend. Elle défend son travail artistique en disant que ce qu'il faut, d'abord, c'est rétablir la vérité, que c'est pas seulement de colporter des choses méprisantes et fausses sur elle. Il faut surtout regarder les résultats. Et en effet, la réponse de Jacqueline Ginoux, donc de la CGT, au même moment, c'est de dire, moi, justement, je trouve que ces résultats sont pas formidables, qu'elle a fait passer ses œuvres avant tout en se servant de l'argent de la compagnie, et puis qu'elle préfère passer à l'Olympia entre les Vampes et la Starac plutôt que de passer à l'Opéra Garnier, etc. C'est assez bas. Il faut dire. Oui, et moi, alors là, je vais défendre. Assez bas, alors que Pietragala est une femme qui a un talent extraordinaire, que tout le monde reconnaît pour vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et que ses résultats sont là. Enfin, il faut pas exagérer. Bon, je trouve que c'est assez bas. Moi, je vais défendre alors Pietragala. Je sais pas, il y a peut-être d'autres arguments qui sont valables pour accuser Pietragala, mais sûrement pas l'accuser justement d'aller à l'Olympia entre les Vampes et la Starac. C'est une nouvelle fois de plus un petit réseau de cultureux qui envoie à quelqu'un d'essayer de vulgariser, de populariser la danse. C'est formidable qu'il y ait une danseuse étoile qui aille montrer ce qu'elle sait faire entre les Vampes et la Starac, parce que c'est tellement rare qu'on voit de la danse classique à la télévision, qu'enfin quand il y en a une qui est capable de franchir ces barrières-là pour aller devant le public des Vampes et de la Starac, moi au contraire je trouve qu'on devrait l'applaudir pour ça. Et puis même, on peut dire aussi... On peut dire que c'est tant mieux parce que, en toute objectivité, elle danse mieux que les Vampes. Non mais Pietragala, il faut quand même. Tant qu'on fout pas les Vampes au Ballet National de Marseille. Mais on sait jamais. On sait jamais. Non mais on sait jamais. Dans cette affaire, je crois qu'elle paye deux choses. Elle paye d'abord une personnalité, à mon avis, absolument orageuse, absolument terrible. Je pense pas que ce soit lié à ses origines corse. Je ne dirais pas ça. Moi, je ne dirais pas ça. Je ne veux pas prendre de risques. Depuis 98, il y a eu quatre directeurs administratifs qui se sont succédés. Le dernier en date, là, c'est marqué dans l'article du Figaro. Marc Sadawi vient encore de démissionner. Pietragala l'accuse d'avoir empiété sur le domaine de la création. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de gestion du personnel. Et en revanche, elle a répondu point par point aux accusations. Par exemple, sur la question financière qui a été évoquée par la CGT, elle dit que sur les 27 pièces qui sont au répertoire, 9 seulement sont signées par elle et certaines sont des relectures de ballets classiques. C'est-à-dire que l'accusation qui est faite, d'utiliser l'outil uniquement à son profit, visiblement, elle la récuse. Mais c'est vrai qu'on sent dans cette affaire qu'il y a des gens qui ont décidé de se payer Pietragala. Il y a un petit indice aussi dans le journal France Soir, vous l'avez remarqué, j'en suis sûr, Alphonse. Il y a un petit indice qui va en sa défaveur et qui pourrait peut-être être à l'origine, à mon avis, de tout ce mouvement contre elle. On nous le dit juste comme ça, on n'insiste pas dessus, mais quand on lit bien l'article, Alphonse, on le devine cet indice. Je vous le lis. Accompagné de nombreux défenseurs, dont le danseur Julien Derouault, son compagnon, ainsi que du directeur. Et là, on se dit peut-être qu'il a tous les rôles principaux dans les ballets qu'elle met en scène. Voilà. Peut-être que ça généralement, ça génère forcément le bordel. Et alors Bien sûr. Et alors Je ne dis pas qu'elle a tort, je dis simplement que c'est ça souvent qui crée le bordel au sein d'une troupe. Cela dit, depuis qu'elle a repris, excusez-moi de vous interrompre, la direction des ballets de Marseille, elle a tout de suite eu des problèmes. Elle a quand même été attaquée très souvent sur sa sévérité très excessive, sur la manière de diriger. Mais dans tous les ballets, il y a ça. Oui, mais il y a quand même pas. Enfin, moi, j'arrive pas à croire qu'il y ait quand même beaucoup de fumée sans feu. Quant au fait de répondre, je trouve ça très bête comme façon de répondre. Genre, je suis une femme enceinte, je ne peux pas attaquer 80 personnes. Je veux dire, quand on a des comportements odieux dans la vie, c'est pas parce qu'on porte un enfant en soi que tout à coup ces comportements odieux s'arrêtent. En réalité, moi, je suis très emmerdé dans cette affaire parce que autant je soutiens à 200% ce que fait Pietragala, sa volonté de populariser la danse, de la faire sortir du carcan pour petits gens intello qui prétendent édicter au reste du peuple ce qu'il est bon d'aimer ou de ne pas aimer. Là-dessus, elle a raison à 100%. En même temps, pour se mettre à dos une troupe de 80 personnes,
pour le coup, je vais pas prendre l'argument du il y a pas de fumée sans feu. Plus de 80%. 80% du moins de la troupe, c'est quand même qu'il y a des vraies difficultés et quand même on a plutôt envie que ça s'arrange. Le problème, c'est que là, on a l'impression qu'il y a une fin de non-retour et que c'est foutu. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, ce sera un immense gâchis. Mais tu sais, il y a eu des choses, enfin non pas dans la danse, mais dans la musique. Un chef d'orchestre est un monsieur qui a des rapports extrêmement orageux et généralement dictatoriaux avec ses musiciens. Et Dieu sait si les musiciens sont des gens syndiqués, sont des gens durs, sont des gens bon. Mais il n'y a jamais eu de choses comme ça. Il y a eu des clashs. Mais je veux dire, il n'y a jamais tout d'un coup tout un orchestre qui à 80% vote contre son chef. Il y a ça, on s'entend pas, on se sépare à l'amiable ou pas. On a dit qu'on ne reparlerait plus de la lettre ouverte contre Laurent Ruquier. Il n'y a jamais eu ça encore au sein de la bande. Si, il y a eu, mais on vous l'a pas montré. J'aimerais bien, ça m'amuserait un jour. Non, eh bien, faites-le, ça serait intéressant. Non, mais franchement, ça m'intéresserait d'avoir, soyez pas violents, mais des revendications. Ah ben voilà, ça commence tout de suite. Ah là, ça y est, il nous achète. Et ben voilà pourquoi on l'a pas fait la lettre. Voilà. Mais une liste de revendications, quelque chose que vous réclameriez, un truc qui... Non, mais Laurent, vous êtes quelqu'un à qui on peut parler. Toute la différence est là. C'est peut-être ça la différence. Mais oui, c'est ce que j'attendais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. On a accès à vous. Et puis vous risquez pas de nous dire je suis une femme enceinte. Pocrin. C'est bas, Pocrin. Allez. Révolution Tour, c'est le titre de la tournée de la Révolution. Vous devriez savoir. Étienne Dao. C'est un ami à vous. Ah oui, Révolution. Parce que c'est Réévolution. C'est bien Étienne Dao. Ah oui, c'est vrai. Ah voilà, pourquoi j'ai pas reconnu. Parce que Révolution Tour, sinon c'était Jean-Michel Jarre dans les années 80. Oui, et puis en plus, pourquoi cet accent anglais tout à coup pour une tournée d'Étienne Dao? Moi, je pense à l'international. Étienne Dao et tu n'as pas trouvé. Vous avez essayé de me piéger si. Je dirais Révolution. Le 16 mars à Colombes, le 17 mars à Rueil-Malmaison, ensuite Vichy à l'Opéra le 19 mars, Bordeaux le 20 mars, ensuite à l'Olympia du 23 au 28 mars, et puis il y aura les Zéniths à travers la France en juin. Enfin, il n'arrête pas, Dao. Et puis il y a cette chanson en duo avec Charlotte Gainsbourg, If, qu'on écoute maintenant. Bonjour. Bonjour. À propos de cinéma, évidemment, et des sorties de mercredi dernier. N'en profitez pas, Isabelle Motro est absente aujourd'hui. Oh, dommage. Je préfère quand elle est là. C'est vrai? Moi, c'est ma copine. Ah bon? C'est ma complice, disons. Ah, très bien. Dites-moi, je vais parler un peu de moi pour commencer. Lundi. Tu m'étonnes. Lundi, je me fais opérer de ma deuxième cataracte. Ah oui? Ils sont si sympas dans ma clinique, si rassurants que je regrette de ne pas avoir un troisième œil. Ah oui? Et ils m'ont dit, mais vous pouvez vous faire opérer d'autres choses. Ah. Et de quoi? Du cœur, Mais peut-être? pourquoi? Parce que vous avez un bon de fidélité, vous avez le droit à une opération gratuite? Non, ils sont gentils. Alors attendez, témoin d'un doute. C'est donc la deuxième fois que vous faites opérer de la cataracte. Ça veut dire que vous ne voyiez pas les films jusque-là? Non, je les voyais mal. Et bien, c'est pour ça. Je les voyais mal. D'un seul coup, je réalise, là. Non, on comprend mieux. Mais à partir de la semaine prochaine, je verrai très bien. Bon, vous avez quand même vu pour nous Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse. Alors, ce Oui, film mais de... je suis tombée amoureuse d'un autre. Ah oui, mais commencez par Les Rivières Pourpres. Eh ben, je crois, parce que j'ai pas tout compris, hein, que ce film, qui est la suite des superbes Rivières Pourpres de Mathieu Kassovitz, raconte des meurtres en série chez des moines. Ils bondissent partout. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que le scénario ne s'envole jamais, lui. En tout cas, Jean Reno fait son boulot de flic. Avec Benoît Magimel, ça se passe dans l'eau, c'est plein de cascades et d'eau, parce que on est sous la ligne Maginot. Voilà. Les avis sont partagés, mais certains disent quand même que le film est très bien réalisé et que ça vaut le coup d'œil. Ah bon? C'est un bon réalisateur, Olivier Dahan. Vous pouvez pas dire le contraire. Eh ben, je dis rien. On m'a dit donc qu'on la sent mesurée, Monique Pantel là-dessus. Alors c'est quoi votre coup de cœur? Retour à Cold Mountain. C'est pas vrai. D'Anthony Minghella. C'est un grand film, c'est plein d'amour, de souffle, d'héroïsme et d'histoire. C'est un nouvel autant à n'emporte le vent. Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger. Moi, j'ai lu alors là des papiers terribles sur ce film. Ils s'en foutent, les gens. Lisez la critique de Patrick Besson dans VSD, ou même Daniel Evenou qui est allé voir le film pour nous mercredi dernier. Comment ça se fait, Daniel? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, mais elle a trouvé ça gnangnan, guimauve, pas crédible. Ben moi je frémis encore quand vous le racontez. Tant mieux, vous êtes une grande romantique encore. Oui, moi c'est vrai, c'est le cœur que je devrais me faire opérer, j'en ai trop. Bah, si vous avez aimé, tant mieux. Ça dure 2h33 hein, quand même. Mais on voit pas le temps passer, bordel, oui. Nicole Kidman, qui est d'une beauté de plus en plus éclatante, elle tombe amoureuse en un regard de Jude Law, qui est un petit ouvrier. Ils s'aiment
pour la vie en quelques phrases. Et tout d'un coup, patatras, c'est la guerre de sécession. Le petit Jude Law est envoyé se battre dans cette histoire stupide et cruelle. Elle l'attend, elle va l'attendre pendant des années, et elle sait pas ce qu'il devient. Lui, pendant ce temps-là, il a échappé à une grande bataille affreuse, filmée superbement, quoi, être le sang, les hurlements, tout ça, c'est effrayant. Et puis la pauvre petite, on tremble pour elle, elle est toute seule. Heureusement. Ne racontez pas la fin, hein, Monique. Non, je vous le jure que non. Bon. C'est fini. Mais je peux vous dire que Renée Zellweger, à vos souhaits. Ouais, elle vient. Elle a des chances pour finir gouvernante de Californie. elle est intrépide et drôle. Elle va la sauver et sauver sa ferme. Mais oh bah voilà, et voilà. Que va-t-il se passer? Je vous le laisse. Je ne vous le dis pas, j'ai juré de plus raconter la scène. Elle est gentille. C'est superbe. Ça fait pleurer, ça fait rêver, c'est magnifique, c'est du grand et du beau cinéma. Allez-y et vous regretterez pas. Retour à Cold Mountain. Mais ce qui est bien, c'est que Monique ne raconte pas la fin du film. Mais sur un film de 2h33, elle raconte 2h15 de film. On a 20 minutes de surprise. Qu'il est méchant celui-là. Je retire tout ce que j'ai dit sur vous. Vers Paradis, que sont devenus nos amours enfantines, un film d'Emmanuel Bourdieu avec Denis Podalides, Natacha Régnier et Clovis Cornillac. C'est un petit film, tourné dans le beau Béarn. C'est un gars qui revient au pays pour faire une enquête sur le célibat. Il y retrouve la fille qu'il a aimée, qui est Natacha Régnier, qui est de plus en plus intense et superbe. Il retombe amoureux, mais hélas, il y a un autre garçon qui est joué par Clovis Cornillac, qui aime aussi la même fille, voilà. C'est une petite brise de fraîcheur. Mais c'est bien ou pas bien? Mais c'est joli. Le manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. Alors ça n'a pas vu, pas pris. Hein. Mais je sais que c'est l'adaptation fidèle au cinéma d'une des plus célèbres attractions de Disneyland. Avec Eddie Murphy et Terence Stamp, qui ont leur carrière derrière eux. Ce sont les vrais fantômes de ce film. De fantômes. Ça c'est dit, hein, c'est fait. C'est bon, ça. Et il y a un... C'est un film de Walt Disney, je crois. Eh ben oui, puisque c'est l'attraction Walt Disney. Ouais, c'est un film de Disney. C'est pour les enfants, on va dire. Oui, les enfants adorent, hein, d'ailleurs. L'âme en jeu. Oh, j'ai adoré. Ah oui? Oh, j'ai adoré. Superbe, j'ai écrit en sortant, déchirant, passionnant, et film, en plus, c'est vrai. Un film européen, franco-britannique-italien, un film de Roberto Faenza. C'est magnifique. C'est une histoire vraie, c'est donc une jeune fille en 1905, excusez-moi, qui se fait soigner vraiment parce qu'elle est hystérique par le docteur Jung, qui est le disciple de Freud. Il essaie sur elle un nouveau truc, la psychanalyse, et aussi l'amour, la psychanalyse et l'amour. C'est le livre de la jungle. Bon, je sais pas bien parler français, mais je suis arrivé récemment, alors il faut pas mentir. De Mont-de-Marsan en plus. De Mont-de-Marsan, comme Juppé, mais on travaille pas dans la même cour. L'âme en jeu, vous conseillez? Oh, je conseille, et puis en plus c'est magnifique parce que elle est en Allemagne, et puis de là elle part en Russie, et c'est le début de la révolution, c'est la révolution, elle est heureuse comme tout de la révolution, et puis tout d'un coup c'est Staline qui arrive, et puis ça finit par Hitler qui envahit une partie de la Russie, c'est magnifique. Signalons aussi la ressortie du film. Attendez, il y en a un autre. Ah, je vous en prie. C'est les frères McCann. Oui. Le secret des frères McCann. Le secret, il faut le voir, parce qu'il y a un formidable duo d'acteurs, Michael Caine et Robert Duval. Ouais. Ils jouent avec délectation deux frères râleurs et chieurs, isolés du monde et qui sont obligés de recueillir leur petit-neveu. Et puis il y a un coup de foudre évidemment entre tous les trois. Et c'est très très bien, moi j'ai adoré, je sais que ça fait ringard de dire ça, mais j'ai beaucoup aimé. Je voulais signaler moi la ressortie du film Bon Voyage de Jean-Paul Rapneau avec Grégory de Rangère, Yvan Attal, Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. Un film qui ressort grâce ou à cause de ses nominations pour les Césars, de nombreuses nominations. Et le film, c'est vrai, n'avait pas connu en salle un énorme succès populaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et moi j'avais trouvé ça dommage parce que j'avais adoré, c'était un grand film français, populaire, comme je les aime. Mais il est mignon ce Laurent. Bah ouais, j'avais bien aimé ça, Bon Voyage, et je trouve que c'est mérité les nominations au César, donc c'est peut-être l'occasion de se rattraper pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il existe aussi en DVD, évidemment. Bon Voyage. Le résumé de la semaine, c'est que Monique Pantel a adoré Retour à Cold Mountain. Elle le conseille avec Nicole Kidman, Renée Zellweger et Jude Law. Elle conseille aussi un petit film Vers Paradis, ainsi que surtout L'âme en jeu. Oui, surtout L'âme en jeu. Le film de Roberto Faenza, et puis pour le secret là.
Pour les plus jeunes, effectivement, Les Rivières pourpres, pour ceux qui aiment ce genre, avec Jean Reno et Benoît Magimel. Pour les encore plus jeunes, on va dire Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Et puis aussi, vous avez aimé, c'est vrai, je l'avais oublié, Le Secret des frères McCann. Merci Monique Pantel. Vous êtes magnifique. Je vous en prie. Au revoir. À vendredi, peut-être. Peut-être si j'ai mes deux yeux qui voient clair. Hein. Il vous anesthésie? Oh, un tout petit peu l'œil, simplement. Ah, localement. Pas la bouche. Non, la bouche. Oh. Vous savez que quand je parle au téléphone, j'ai devant moi, pour me réconforter, un mot. Monique Pantel, vous êtes mon idole radiophonique. C'est pas vrai. Je l'ai sous le nez, ça me rassure quand vous me dites que des vacheries. Mais pas du tout. On vous aime. Mais je sais que vous m'aimez. De toute façon, je vous oblige à m'aimer. Oui. M'aimer, c'est le mot. Allez. M'aimer content. Des petits conseils avant de partir? Des choses, des livres, des... Il y a un spectacle qui se joue à peu près tous les 15 jours au Réservoir, et la prochaine fois c'est le 1er mars, et le garçon s'appelle Jean Rachid. Le spectacle s'appelle Itinéraire d'un enfant de quartier, et il faut en profiter parce qu'en plus l'entrée est libre, ce qui est assez rare. C'est-à-dire on paye pas? On paye pas, et bientôt il sera très payant, ce garçon. Topo vient de sortir en librairie. J'aime bien signaler la sortie de ce livre puisque la rubrique littéraire du vendredi est très suivie par nos auditeurs. Et bien, si vous voulez faire le choix de bons livres, c'est un mensuel qui vous conseille des livres dans tous les genres. Ça va de la cuisine au roman, au polar. Et c'est le numéro 4 qui vient de sortir avec Josiane Balasco à la une, vu qu'elle fait un tabac avec le livre dont on avait parlé ici il y a quelques semaines. Et le topo de ce mois-ci est consacré aussi à New York. C'est un spécial New York, un livre uniquement consacré aux livres, mais aux livres de tout genre. C'est 3,80 €. Le numéro du mois de mars est en librairie. Ça s'appelle Topo. À lundi, 16h-18h. Bye bye. Salut.